qui disent qu'est-ce que c'est que consommer mieux. Est-ce qu'il y a des termes, le public ou vous, sur la scène, qui vous viennent en tête pour définir ce que c'est que consommer mieux? Moins. Plus sain. Plus sain. Local. Différemment. Réfléchi différemment. Raisonner. Qualitatif. Intelligent. Éthique. Artisanal. Je répète si on entend pas. Respectueux. Moins d'emballage. Plaisir. Autosuffisance. Humain. Végétalien. Frugal. Produire mieux. Non. Respect des cycles. Respect des cycles. Saisonnalité. Oui, absolument. Alors j'en avais noté d'autres. J'avais noté la récup, le seconde main, je ne sais pas si ça a été dit. Je pense qu'il y en a encore d'autres. Alors on va démarrer, puis je crois qu'elle prendra le train en route, à moins qu'on ait des informations sur le fait qu'elle ne vienne pas finalement, je ne sais pas. Alors je suis Anne Béquière, je suis fondatrice du magazine Féminin Bio, que j'ai créé il y a 10 ans, et qui a lancé sa version papier il y a plus d'un an en kiosque. Normalement, on vous en a offert un numéro que vous deviez avoir sur votre chaise. Et le dernier numéro, justement, parle de fêter Noël autrement et de consommer mieux, avec en couverture celle qui a été nommée par le New York Times la prêtresse du zéro déchet, qui est une Française qui vit en Californie, qui s'appelle Bea Johnson, et qui nous dit « Depuis que je consomme moins, je profite plus de la vie ». Autrement dit, consommons mieux pour être heureux. C'est précisément le thème que nous allons explorer cet après-midi. Alors, je vous présente les intervenants qui sont là. Alors, je vais commencer par les femmes. Donc, on a Solange Martin, qui est sociologue à l'ADEME, qui est l'Agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie, et qui travaille sur la perception des questions environnementales. Nous avions Olivier Guilbeault, qui est président du laboratoire Sciences et Nature, qui commercialise des produits d'entretien des cosmétiques bio. Maxime de Rostelan, qui est fondateur de Bluebees et de Ferme d'Avenir, où il mène depuis 3 ans une expérimentation de permaculture à la Bourdesière sur 1,4 hectare. C'est ça, Maxime? Nous avons également Béatrice Larivière, qui est viticultrice et qui dirige Château Trapeau, ici, dans cette région, et qui est passée en bio depuis 2009. Vous allez nous raconter votre parcours. Et puis nous avons 3 pitchers dans la salle. S'ils veulent bien lever la main, Alain Fleury de Say for Good. Je ne sais pas où il est. Vous voyez, non? D'accord. Marie-Frédérique Lera-Viala, bonjour, de monlocal.fr, des produits locaux en circuit court. Et puis Perrine Restou, voilà, qui va nous parler du bien-être au cœur de la vie qui accompagne des personnes. On les fera intervenir tout à l'heure. Alors pour objectiver un peu le débat et donner quelques chiffres de la consommation responsable et de l'étude Mes courses pour la planète, les Français veulent consommer mieux, c'est-à-dire quoi? Des produits éco-labellisés, éthiques, moins polluants et locaux. Ils sont 51% à vouloir consommer autrement avant de consommer moins. Et ça, c'est nouveau, de la qualité. 49% des consommateurs estiment en particulier que l'achat de produits locaux est un moyen de consommer autrement. Donc on revient vraiment sur le territoire. Et à noter une croissance historique du bio de 14,7% par rapport à 2014. 65% des Français consomment bio au quotidien, et au moins une fois par mois et 10% tous les jours. Donc ce sont de très fortes progressions. Et on aurait certainement bien d'autres chiffres. Alors on va poser la première question à Solange Martin, à l'ADEME. Quelles sont les attitudes justement des Français par rapport à une consommation plus durable? Vous qui êtes sociologue. Il y a un petit dessous. Pas... Ah, ça marche. Je suis donc sociologue et pas ingénieure, ça se voit tout de suite. Bonjour à tous. Donc, les attitudes des Français par rapport à l'environnement. Il y a un chiffre souvent qui peut déprimer, c'est quand on demande aux gens de hiérarchiser entre différentes priorités nationales. Alors, vous donnez le choix entre l'emploi, la sécurité et l'environnement. Évidemment, l'environnement arrive vraiment
très loin derrière d'autres grandes préoccupations. Néanmoins, il ne faudrait pas en conclure que l'environnement soit secondaire, car quand on demande aux gens, et ça l'enquête du CREDOC qui le fait depuis les années 95, s'ils sont sensibles ou très sensibles à l'environnement, ben ils sont entre 9 et 8 sur 10 à répondre oui, je suis sensible, voire très sensible à l'environnement. Donc ayez toujours ça en tête, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de résultats de sondage qui pourraient laisser à penser que l'environnement, c'est vraiment la cinquième roue de la charrette. Non. Prioriser par rapport à d'autres éléments, oui, mais dans l'absolu, ça reste quelque chose de très important. De très important et également qui rentre dans la vie des gens et dans leur projection vers l'avenir. Dans une autre enquête de l'ADEME, on demande quelles seraient les choses les plus efficaces à faire pour lutter contre le réchauffement climatique. Ils ont le choix entre 4 propositions. La première qui sort, c'est il va falloir changer de façon importante nos modes de vie. Ça, c'est répondu entre 50 et 59%, en ce moment on est à 59%, les chiffres de 2015, depuis 10 ans. C'est la première réponse. Derrière, vous avez le choix c'est aux États de réglementer. Et là, ça fait entre 25 et 20% des réponses. Et puis, de manière encore moins significative, vous avez c'est le progrès technique qui nous sauvera à 10%, et puis il n'a rien à faire, c'est inéluctable à 10%. Donc oui, les gens ont bien conscience qu'il va falloir changer nos modes de vie et qu'ils sont au cœur de cette dynamique-là. Autre question, on leur demande s'il y a un certain nombre d'actions à mettre en place, quelles seraient les plus efficaces. C'est à chaque fois des actions qu'ils peuvent mettre en place eux-mêmes. La première qui ressort, c'est consommer moins ou différemment. Après, vous avez le développement des énergies renouvelables à domicile, et puis également utiliser moins la voiture et plus les transports en commun ou tout autre transport alternatif. Donc ça pour dire que vous avez une population en face de vous, donc vos marchés, qui sont soucieux de l'environnement d'une part, d'autre part conscients de leur rôle et qui ont bien envie de faire jouer ce levier de la consommation pour faire évoluer les choses. Alors après, on y reviendra, je pense, en cadre de ce débat, entre les attitudes et les comportements, des fois il y a des choses qui se passent et qui font qu'on n'est pas toujours cohérent dans tout. Alors justement, sur les comportements, pourquoi est-ce que les gens veulent consommer mieux? Peut-être, Maxime, une question. Vous qui vous intéressez à tout ce qui est permaculture et agroécologie, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Est-ce que vous pouvez nous refaire un petit historique? Pourquoi ça va si mal? Pourquoi on est arrivé à consommer aussi mal? En termes alimentaires, du coup. Oui, sur la partie alimentaire. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir ici. On dit souvent d'ailleurs que l'agriculture de modèle chimique est l'héritage d'un modèle qui a été légitime en son temps, parce qu'à la fin de la guerre, il a fallu nourrir beaucoup de bouches avec peu de bras. Et je l'ai moi-même dit pendant un bout de temps, on m'a repris récemment et on m'a expliqué qu'en fait, c'était pas vraiment vrai, parce que le dernier ticket de rationnement en France, c'est 48, et le gros de l'essor de l'agriculture chimique, c'est les années 60, le remembrement. Et donc il y a eu clairement à un moment une volonté politique, dont le ministre de l'époque, Pisani, s'est d'ailleurs repenti plus tard, dans un bouquin. Et à un moment, on a dit, bah, écoutez, il faut de la croissance, il faut faire tourner la machine économique, et donc on va industrialiser tout ça, et donc on va faire le remembrement. Donc on a agrandi les surfaces, on a supprimé les haies, les bocages, et on a dit qu'on va pouvoir faire passer des gros tracteurs. Les agriculteurs ont été invités à investir, à s'endetter, et à produire avec force pétrole et phytosanitaire. À partir de là, il y a des gens qui ont même orienté le modèle alimentaire, et c'est là qu'a disparu le pain de nos grands-parents. Et on a dit, le pain sera maintenant blanc, donc on a uniformisé un petit peu les variétés de blé. Il n'y a pas du tout de la théorie du complot, de la conspiration. Il faut juste savoir quelles ont été les motivations à l'époque, parce que peut-être que l'intention était de bien faire et d'alimenter le modèle économique et le besoin de croissance. Ce qui est sûr, c'est qu'agronomiquement, on est dans le mur maintenant, parce qu'on a épuisé les sols, on a éteint une partie de la biodiversité. Je ne sais pas si, juste pour rappeler, parce que depuis que l'étude du WWF est sortie, je le ressors à chaque fois, mais on a perdu 40% des animaux sauvages en 40 ans. 40% des animaux sauvages en 40 ans. Et l'horizon pour 2050, c'est 70%. Ce matin, j'étais dans une classe, et donc j'ai pu le dire devant des enfants, mais là, je nous le dis entre nous, mais qu'est-ce qu'on va raconter à nos enfants, quoi?
Et je crois que le dernier chiffre, c'est sur la fertilité masculine, a chuté, il me semble, de presque 70% en 50 ans. Donc ça veut dire qu'on est en train de s'empoisonner, clairement. Alors, ouais, et alors, le problème des perturbateurs endocriniens est assez terrible. Hein. Moi-même, j'ai un enfant qui est handicapé, son cerveau ne s'est pas développé, et donc il ne parle pas, il n'est pas propre. Il a 6 ans et il est à l'hôpital toute la journée. Des enfants comme Léon, il y en avait 1 sur 3000 en 1970. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y en a 1 sur 68. Et c'est. Alors, moi, j'ai la chance d'être suivi par le grand professeur à l'Institut Imagine à Paris, et donc, du coup, on a des discussions assez longues et assez poussées sur la question. Clairement, les perturbateurs endocriniens sont les principaux responsables. Les perturbateurs endocriniens, on ne sait pas dire à quel niveau, c'est les pesticides ou le bisphénol A ou que sais-je. Ce qui est sûr, c'est que dans la nourriture chimique, dans la nourriture qui est empoisonnée par les pesticides, il y a ces perturbateurs endocriniens, et je vous invite, si vous n'avez pas encore d'enfants ou si vous en avez mais qui veulent en avoir, dès maintenant commencer à leur faire manger bio, parce qu'au moins vous épargnez de ce risque-là. Et donc voilà, juste pour revenir sur l'histoire, agronomiquement, donc du coup on est dans le mur, énergétiquement, moi ça c'est le chiffre qui m'a frappé et qui m'a lancé dans ce projet Ferme d'Avenir il y a 4-5 ans. C'est en 1940, avec 1 calorie fossile, on savait produire 2,4 calories alimentaires. On transformait un petit peu de pétrole en beaucoup de nourriture. Aujourd'hui, il nous faut 7 à 10 calories fossiles pour faire une seule calorie alimentaire. On a divisé par 25 notre efficacité énergétique pour produire de la nourriture. On n'a jamais été aussi peu efficace en matière d'énergie pour produire de la nourriture. 90% des agriculteurs dans le monde n'ont pas de tracteur. Ça, il ne faut pas s'imaginer qu'être agriculteur, c'est avoir un tracteur. Alors, on sait que depuis quelques années, les générations d'agriculteurs se sont bâties sur ce mythe du gros tracteur. C'est pas vrai. D'ailleurs, nos gros tracteurs ne nous nourrissent pas nous, ils nourrissent le bétail et les réservoirs de nos voitures. Donc, voilà, tout ça pour dire qu'on se dit qu'on est une société évoluée, mais on n'a jamais été aussi peu efficace. Et le jour où le baril vaudra $500, ce qui j'espère arrivera bientôt, le jour où le baril vaut $500, on sait plus se nourrir. Donc voilà, donc l'idée de Ferme d'Avenir, à la base, c'était de dire, essayons d'évaluer la viabilité économique, parce que c'est à l'aune de la rentabilité économique qu'on évalue la pertinence des projets, ou voir leur résilience. C'est les banquiers qui se disent, tiens, si jamais... Mais en fait, voilà, on voulait évaluer la viabilité économique, la viabilité technique et la viabilité sociale de ce type d'agriculture. On se frotte à des freins, parce que forcément, avec un baril à $50, c'est difficile de rivaliser avec un tracteur. Mais bon, voilà, c'est pas immuable, et un jour ou l'autre, on devra revenir à des techniques qui sont beaucoup plus efficaces. On reviendra là-dessus, d'ailleurs, vous n'êtes pas toujours optimiste sur l'avenir de l'humanité, mais très optimiste tu es optimiste dans tes actions, donc on reviendra là-dessus. Pour finir le petit tour de table, sur l'aspect justement de la production, Béatrice Laribière, vous êtes dirigeante et viticultrice, propriétaire du Château Trapeau, que vous décidez de passer en bio en 2009. Voilà, château familial. Quel a été le déclic? Quelle prise de conscience? Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné dans votre chemin? Bonjour à tous. Le déclic, en fait, il est apparu des années antérieures. On parlait, donc moi, évidemment, dans la viticulture, on a beaucoup entendu parler de tumeurs au cerveau, de stérilité aussi. Simplement, tant que ça arrive que chez les autres, la conscience n'avait pas posé de la même manière. Alors, je ne suis pas personnellement touchée, mais je travaillais dans les vignes, donc l'utilisation des produits, puisque j'étais concernée par l'agriculture conventionnelle, moi j'avais personnellement des problèmes de peau, d'allergie, etc. Et donc, il y avait quand même déjà une habitude de consommation de produits bio, mais déjà avec un potager à la maison, et puis on va dire que le vin n'étant pas quand même un produit de première nécessité, comparé à des légumes ou à des fruits, voilà, on peut se nourrir autrement. On a eu je voulais en tout cas dans ma démarche, évidemment essayer de produire autrement, avoir une relation beaucoup plus ludique en plus à ce que je fais, c'est-à-dire à la vigne et donc au vin, avoir une approche plus sensitive. Je suis passée par d'autres étapes avant d'arriver à cette démarche bio. J'ai fait formation en aromathérapie et puis bien d'autres choses autour qui m'ont développé, je vais dire, la sensibilité aussi, et puis des rencontres avec les gens, etc. Je crois qu'il y a
C'est un état de conscience global. Oui. Et en fait, donc, pour cette démarche de culture en bio sur notre exploitation, je voulais que tout le monde soit concerné, notamment donc les gens qui travaillent sur l'exploitation. Je pense que c'est la première chose. Parce que je m'étais dit que si les gens qui travaillaient avec moi n'avaient pas cette sensibilité, cette expression, cette conscience, ça ne pourrait pas fonctionner. Sachant que la propriété fait presque 15 hectares, je n'imaginais pas de toute façon avoir... 15 hectares, ça fait à peu près 80 000, vous disiez, bouteilles, hein, c'est ça? À peu près, pour donner une idée. Je n'imaginais pas... Voilà, je m'étais dit que ça ne fonctionnerait pas. Et je voulais que ça aille de l'avant. Donc, les gens qui travaillent avec moi sont... À l'époque, on était quand même toujours jeunes. Et donc, avec des démarches de fonder des familles, etc. Et donc, cette prise de conscience, notamment avec l'employé qui est avec moi, qui justement en parlait de stérilité et de crainte de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Donc tout ça, ça a mûri, ça s'est fait, et puis jusqu'au jour où il m'a dit, eh ben, si tu veux, on y va. Et là, je me suis dit, déjà, ça c'est gagné. Parce qu'on peut, à mon sens, avancer comme ça dans cette démarche-là. Et puis en fait, du coup, comme ce n'est pas une contrainte, ça se fait d'autant plus sereinement. Même si la production de la vigne est quand même c'est pas simple en culture biologique et en biodynamie, mais bon, il y a déjà un vrai élan. Merci. Vous, Olivier Guiglot, vous dirigez le laboratoire Sciences et Nature, et c'était votre père qui l'avait fondé au début des années 70. Quels étaient justement à l'époque, parce que dans les années 70, on était quand même en pleine croissance, qu'est-ce qui, à un moment donné, leur donne envie de faire des produits plus respectueux? Ils étaient précurseurs. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'histoire de cette entreprise différente? Différente, mais qui redevient normale peut-être. Voilà. Bonjour. Alors, le déclencheur, effectivement, par rapport à... En fait, moi, je suis né dedans, dans le chaudron, donc c'est un peu différent. Mais la démarche historique de mon père, à l'époque, il travaillait dans la grande distribution, où il y avait des citrons jaunes qui brillaient sous les spots. Et ils brillaient parce qu'il y avait un produit justement qui n'était pas super sympathique, qui est interdit depuis, qui faisait qu'on avait envie de les acheter, qu'ils étaient jolis. Et il dit à son directeur de magasin, il faudrait qu'on fasse autre chose parce que là c'est vraiment pas bien. Il faudrait qu'on en prenne non traité, et puis d'ailleurs surtout le rayon fruits et légumes, puisque c'était son rayon. Il faudrait qu'on initie des produits bio. Alors c'était un peu fin des années 60, début des années 70. Le bio, c'était pas logique au sens biologique, c'était plus bio au sens dégradable. On parlait plus de biodégradabilité que de culture biologique. Et donc son responsable lui dit non, ouvrez les guillemets, ne nous emmerde pas avec ton truc, et puis tu restes comme ça, et voilà. Et donc sur ces éléments, il dit moi c'est pas possible, donc je vais faire autre chose. Et il a démarré avec ma mère sur la base de formulation effectivement de produits d'entretien. Alors bio au sens biodégradable, encore une fois, c'est-à-dire des matières premières d'origine renouvelable, pas de produits de synthèse, et puis des produits plutôt concentrés où on n'est pas obligé de faire une machine avec 150 grammes de poudre. Voilà. Et donc ça a démarré comme ça en disant je vais faire sur une tendance post-68 hard, tendance constructive optimiste, avec cette volonté de proposer ces produits. Et à l'époque, il n'y avait effectivement pas d'accueil en magasin pour ce type de produit qui était un peu nouveau. Des produits un peu compliqués et techniques, et donc ça a démarré en vente à domicile. C'était une idée de génie finalement maintenant, parce que c'est toujours votre système de vente actuel. Oui, génie, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que ça permet d'avoir un vrai contact avec des clients qui sont plus que des clients, puisqu'en fait, le vrai client, c'est celui qui revient la deuxième fois. Et là, il y a des vrais liens qui se créent entre les conseillères, entre les clients. C'est pas de la simple consommation. Il y a un côté pédagogique presque, où on parle de sujets
dont on vient de parler à l'instant. On en fait des vrais sujets d'actualité, justement, dans ce qu'on appelle les rendez-vous pour la planète, pour essayer d'aller au-delà du produit, au-delà de l'étiquette. Oui, ça on reviendra dessus. C'est vrai que cette proximité avec la cliente et ce rapport, non pas dominant-dominé, mais plutôt gagnant-gagnant, est vraiment partie prenante de votre entreprise. Je trouve que c'est intéressant comme démarche. On va accueillir Madame Vallet, donc Marie-Pascale Vallet, qui est fondatrice, bonjour, de MOM. Vous avez un parcours aussi original puisque vous êtes ingénieur biologiste. Et en fait, en voyageant, vous avez une prise de conscience qui va vous conduire en fait à lancer votre marque de cosmétiques bio pour femmes enceintes. Qu'est-ce qui s'est passé en fait pendant ce voyage? Pendant ce voyage, on est parti 14 mois autour du monde sac au dos. On a visité des pays plutôt moins industrialisés que les nôtres. Et dans ces pays-là, on a remarqué que la maternité était vécue différemment de ce qu'on avait pu voir autour de nous en France. Les femmes sont plus entourées, elles ont toujours des sœurs, des tantes, des mères autour d'elles, alors que chez nous on est quand même assez isolés. Il y a beaucoup de croyances, beaucoup de rituels, beaucoup d'émotions autour de cet événement de la vie, ce qui ne nous paraissait pas être comme ça en France. Et puis quand on est rentré, effectivement, je suis tombée moi-même enceinte. Et c'est là qu'on a mesuré le gap réel entre ce qu'on avait vu autour de nous et ce qu'on vivait en France, où la maternité est quand même pas mal médicalisée. Il y a beaucoup de discours angoissants et directifs vers la femme enceinte à partir du moment où elle apprend qu'elle est enceinte. Et on a gagné beaucoup en technicité, ce qui est une bonne chose, puisqu'on a beaucoup moins de mortalité infantile ou maternelle que dans la plupart des pays dont je vous parle. Mais on a perdu quelque chose en route. On a gommé un peu l'émotionnel et tout le côté psychologique autour de la grossesse. Donc ça a été un petit peu mon propos. J'ai créé au MOM, donc, une gamme de cosmétiques bio spécifiques de la maternité, donc pour femmes enceintes et jeunes mamans, et qui réenchantent et qui viennent réenchanter cette période de la vie, remettre un petit peu d'émotion, remettre du sens dans la maternité autour de produits quand même avec une technicité, une efficacité cosmétique avérée. Merci. Alors on va revenir un petit peu à tout ce qui est sociologie, avec justement pourquoi les consommateurs veulent acheter mieux. On a vu avec la santé, on en a parlé, mais finalement que disent les études? Est-ce que c'est le regard de l'autre? Est-ce que c'est pour la santé? Est-ce que c'est pour un mieux vivre, un mieux-être? Quelles sont les raisons derrière tout ça? Elles sont multiples. Oui. Si on regarde les enquêtes quantitatives et les différents déterminants de motivation à l'achat, je veux juste rappeler que le prix, malgré tout, ça reste un des critères fondamentaux pour pour la majorité et dans bien nombre des cas et des comportements. Alors, je vais être un petit peu plus large que la consommation de biens de consommation courante. Quand on regarde l'ensemble des éco-gestes, c'est ce qu'on fait à l'ADEME. Par exemple, sur la question de qu'est-ce qui vous motive à faire des économies d'énergie, vous avez en gros 53% des gens qui vont répondre sur des critères économiques, et puis vous en avez 45 à peu près qui vont répondre sur des critères éthiques ou environnementaux. Donc n'oublions pas non plus, parce que là on fait partie malgré tout d'une avant-garde extrêmement intéressante, réjouissante et dynamique, mais l'ensemble de la population a aussi, dans un faisceau de contraintes autres, et notamment le prix et le critère budgétaire est important, et c'est important aussi pour nous, parce que si on veut faire avancer une consommation meilleure, il ne faut pas qu'elle soit radicalement plus chère non plus. Voilà, il faut quand même se souvenir de ça. Donc le prix, ça reste important. Après, si on regarde comment se hiérarchise, alors notamment, j'ai en tout cas 2 études, celle de l'agence bio sur les raisons de manger bio, et puis celle d'Ethicity sur les raisons de consommer des produits environnementalement supérieurs. La première raison, c'est la santé. Hein. Donc là, il n'y a pas de souci. Après, il y a le goût, l'efficacité, et pour préserver la planète, et puis après, il y a le goût et l'efficacité. Donc on est toujours tiraillé entre des valeurs, on va dire, qui sont altruistes, environnementales, humanistes, et aussi des valeurs qui sont plus égoïstes ou hédonistes. Tout l'intérêt, c'est d'arriver à réconcilier les deux. Maintenant, on a aussi une autre modalité, vous l'avez souligné, du consommer mieux, qui est le consommer local. Alors ça, à l'ADEME, on sait que ça peut être parfois convergent avec l'environnemental, tout dépend du circuit logistique, enfin je vous passe voilà, les détails.
Mais voilà, le mieux, et vous l'avez fait en introduction, c'est une multiplicité de valeurs, donc ça peut être plein de choses différentes. L'enjeu pour nous, c'est d'arriver à les réconcilier. Alors justement, vous parliez de la santé en première raison. Vous qui formulez des cosmétiques bio pour femmes enceintes, j'imagine que, est-ce que c'est la raison principale? Est-ce qu'elles sont conscientes de ça? Ou est-ce qu'elles viennent parce qu'elles trouvent votre marque qui est sympa, qui est aussi plaisir? Parce que vous avez aussi beaucoup insisté sur ce côté plaisant, cocooning. Oui. Quelle est la première raison de consommation? Alors il y a plusieurs choses parce que bien sûr les cosmétiques pour femmes enceintes sont formulés de manière très sûre, très safe par rapport à des cosmétiques conventionnels. Mais il y a aussi une deuxième raison, c'est que nos produits adressent des problématiques spécifiques de la peau pendant cette période. Donc des choses qui amènent les femmes enceintes à changer leur routine parce qu'elles ont des besoins de peau qu'elles n'avaient pas en dehors de la période de grossesse. Donc certainement le besoin de sécurité, d'ailleurs il y a Cosme Bio, donc le label de certification bio principal en France, avant le passage à Cosmos, a sorti une étude et il s'avère que un des premiers critères de passage à l'achat bio, c'est l'arrivée d'un bébé. Donc évidemment, il y a le critère de sécurité. Je suis enceinte, j'abrite un fœtus, il y a quand même des échanges à travers le placenta avec mon bébé, donc j'ai un nouveau besoin de sécurité que j'avais peut-être pas avant quand il ne s'agissait que de moi. Et que donc je prenais en conscience des risques mesurés pour moi-même. Je ne suis plus toute seule. C'est ça. Vous, je vous vois opiner. Olivier, c'est pareil, j'imagine pour les produits d'entretien, il y a une raison de santé également qui arrive. On parlait de perturbateurs endocriniens. Alors c'est vrai que les produits d'entretien, il y a entretien et cosmétique, c'est pas le truc qui fait rêver au premier abord. On n'y pense pas forcément tout de suite, parce qu'on ne se met pas sur la peau, même si on peut avoir les mains dedans. En fait, on est au contact assez fréquemment et régulièrement avec ce type de produit quand on se lève le matin. Enfin, faites le film de la journée, c'est assez répété. Finalement, il y a plein de solutions qui existent pour. Parler de Cosme Bio, il y a un label EcoCert qui valide en fait ce type de produit sur la base de matières premières encore une fois renouvelables. Et moi, on a pas mal de clients qui viennent, et de conseillers même, qui ont un cheminement, qui viennent à ce type de produit parce que je comprends pas, mon enfant il a des plaques, il a des rougeurs, pourtant on fait tout bien et tout. Ok, la lessive, voilà, c'est le premier truc qu'on se met sur la peau. Ça paraît idiot, mais il y a pas mal de problèmes qui sont simplement résolus comme ça, avec plutôt des lessives respectueuses de l'environnement, qui n'ont pas forcément des parfums qui sont très forts dans toute la pièce et tout le monde en profite. Et voilà, donc sur les produits d'entretien, en fait c'est sur vraiment les produits de tous les jours. Ils sont nichés partout, et ces fameux perturbateurs dans ce qu'on mange, dans les pièces, et tout ça, on a l'impression que quelque part c'est un petit cercle d'illuminés qui disait c'est dangereux, il faut faire attention et tout, et les illuminés en fait prennent un peu plus de place, et en fait ils ont une écoute aujourd'hui dans les médias, et on arrive à interdire le bisphénol A par exemple. Donc il y a des vérités qu'il n'est pas bon d'avoir à des moments donnés, mais qui à un moment doivent éclater, quoi. Dans le vin, est-ce que c'est aussi une problématique de vos consommateurs? Alors, il y a la confusion, beaucoup de gens pensent que dans le vin bio, il n'y a pas de sulfite. Donc ça, c'est effectivement une question qui revient assez souvent. Ah bon, dans le vin bio, il peut y avoir des sulfites? Donc ça, vous pourrez aussi peut-être dire un petit mot là-dessus. Mais les gens qui cherchent du vin bio, est-ce que c'est justement par ce souci de santé ou par goût pour protéger la planète? Quelles sont les raisons finalement de cette consommation? Alors moi, je vais juste me faire écho de ce que j'entends. J'arrive encore fraîchement de salons spécifiques au vin. Et donc, je vous rejoins parce que j'ai des gens qui viennent me voir et qui me précisent justement qu'ils arrivent au vin bio parce qu'ils viennent de devenir parents. Et donc, la démarche, alors, pas de vin, ça veut dire que tout. Vous mettez du vin dans le biberon ou Ne l'interprétez pas comme ça. Simplement, voilà. Donc, il y a quand même une prise de conscience. Effectivement, l'arrivée d'un enfant déclenche pas mal de choses. Donc, pour revenir sur la notion de vin bio, effectivement, il y a beaucoup d'amalgame. Le vin bio ne veut pas dire exempt de sulfite.
ne veut pas dire vin nature, parce qu'il y a plein de dénominations et il y a plein de confusions. Donc, en ce qui me concerne, en tout cas, la production bio et puis en biodynamie, on a quand même, et je suis entièrement d'accord, on n'a rien inventé en tout cas. On revient juste à des valeurs qu'avait, enfin moi je vais dire mon grand-père ou mon arrière-grand-père. Ils travaillaient l'agriculture avec les moyens, enfin avec ce qu'ils avaient comme matière qui effectivement était le cuivre, le soufre et les plantes pour ceux qui utilisaient la biodynamie et bien d'autres choses. Et aujourd'hui on est catalogué, c'est ça qui me fait un peu réagir, c'est qu'on est catalogué, les bio, les bio. Il y a des réfractaires, ça c'est sûr. Simplement, on revient à des choses de base, à des choses simples. Enfin, simples. On essaie en tout cas qu'elles le soient, mais c'est pas forcément évident. Et donc, voilà, le vin bio, enfin, en tout cas, c'est pour moi revenir à des choses plus simples et plus ludiques. Et donc, en complément, je fais de la biodynamie dès que je le peux, parce que techniquement, je ne suis pas toujours opérationnelle pour pouvoir avoir un planning en biodynamie performant, donc on en fait quand on peut. Mais on essaie d'aborder la plante avec des choses, d'autres plantes, justement. Et je trouve ça passe par l'observation beaucoup. Hein. Moi, je ne suis pas une scientifique, donc effectivement, le scientifiquement prouvé, je ne peux pas en parler. C'est des résultats d'observation, et puis chaque année étant tellement différente, on est tellement lié au climat. Voilà, il n'y a pas de modèle, je dirais, parfait, même pour la culture biologique en tout cas. D'accord, et ça pose aussi cette question vous parliez de biodynamie. On voit que finalement, évaluer le mieux est compliqué. Tout à l'heure, quand on a fait le petit test dans la salle, on arrivait à peu près à une trentaine de termes pour définir ce qu'on entend par mieux. Et finalement, on s'aperçoit que le mieux, il peut être là, puis ça dépend de chacun, de son histoire personnelle, de son vécu. Donc finalement, comment vous, à l'ADEME, vous arrivez à définir ce que vous appelez des signaux de qualité, qui peuvent être des labels, pour justement donner des repères aux consommateurs? Alors le mieux, l'ADEME, c'est ce que c'est, on est l'agence de l'environnement. Donc le mieux, c'est l'environnement. Voilà. Après, on est bien conscient que ce n'est pas le seul mieux. Donc on s'interroge aussi notamment sur notre utilité sociale, c'est-à-dire sur les conséquences en termes d'emploi, ou de cohésion, nos actions. Voilà, on est bien au courant qu'on défend quand même avant tout l'environnement. Alors cette histoire de signaux de qualité, c'est un problème pour le consommateur, effectivement pour pouvoir se repérer, mais c'est aussi avant tout un problème pour le producteur. C'est-à-dire que ça fait partie des défaillances du marché, comme les appelle la théorie économique. À un moment où le marché ne fonctionne pas bien, c'est un cas d'asymétrie d'information. Pour vous expliquer, c'est tout simple. En gros, vous avez l'information, mon produit est meilleur parce que dans mon process de production, je n'utilise pas telle ou telle chose. Ah oui, mais en même temps, personne ne va dire que son poisson n'est pas frais. Donc, vous allez dire que votre produit est meilleur, mais il y en a plein d'autres qui vont dire que leur produit est meilleur sur d'autres choses. Donc, vous allez être dans l'incapacité de faire valoir le plus de votre propre produit. Et pour arriver à résoudre ça, il ne faut pas rester tout seul. C'est-à-dire que tout seul, vous n'y arriverez pas. Il faut passer par des dispositifs collectifs qui sont justement une institutionnalisation d'un signal qualité qui va être reconnu, partagé par plus d'une personne et son client en face. Sinon, après, vous avez les confiances interpersonnelles. Donc, par exemple, sur les voitures d'occasion, c'est la confiance entre les vendeurs qui marche. Mais là, vous n'allez pas... voilà, c'est pas juste un bien que vous allez vendre une fois, c'est vraiment bien plus large que ça. Alors, il y a deux choses qu'on peut mettre en place. Les labels. Donc, les labels, c'est en règle générale à l'initiative des producteurs eux-mêmes. Mais si chaque producteur crée son propre label, vous voyez bien que le problème se mord la queue. Donc, il faut arriver à se grouper pour mettre en place des labels qui soient lisibles, fiables et reconnus comme tels par le consommateur. Et dans le fait que le label soit fiable, là, pour le coup, le tiers externe que sont les pouvoirs publics peut jouer son rôle dans le fait d'accréditer une charte, d'avoir derrière une expertise scientifique qui explique pourquoi c'est mieux, dans le fait d'avoir des contrôles aussi, parce que si vous n'avez pas de contrôle, ça ne fonctionne pas. Donc le premier dispositif possible pour éviter la quadrature du cercle des signaux de qualité, c'est vraiment la mise en place de labels. Et puis vous avez une autre manière de faire, alors qui est plus réglementaire, qui n'est pas seulement ceux qui veulent, qui est de dire maintenant tous les produits ont un affichage obligatoire en fonction de leur performance. Donc ça c'est l'affichage réglementaire, qu'il soit nutritionnel par exemple,
ou environnementales. Donc il y a des choses qui se passent à l'heure actuelle. C'est compliqué, parce qu'il y a des intérêts importants aussi en jeu, donc c'est pas simple. Et ça permet aussi aux consommateurs, d'une part, d'exprimer ses préférences environnementales, s'il en a, d'être guidé. À vous d'avoir une caractérisation qui permette d'avoir un plus produit et qui vous démarque parmi l'ensemble de vos concurrents. Ça permet aussi de tirer la production vers le haut, parce que personne, et ça on l'a bien vu sur les étiquettes énergie, sur les appareils électroménagers, personne n'a envie de se retrouver rouge avec une note D ou F ou G sur une étiquette. Donc voilà, ça a plein de... bonnet d'âne, quoi. Oui, donc ça a plein de vertus l'affichage, alors qu'il soit par biais des labels ou par un affichage réglementaire. Alors attention sur l'étiquette énergie, là on voit bien qu'on arrive à la fin d'une ère d'une efficacité, parce qu'après, le thermomètre ça marche très bien, les gens comprennent rouge c'est pas bien, vert c'est bien, quand on en est à A++, ici pardon, on voit bien qu'on perd en efficacité, parce que du coup on imagine que A+, c'est bien, A+, c'est bien, on se dit A+, c'est bien, ah non, c'est pas bien A+, c'est A++, il en faut 3. Donc voilà, il faut aussi après vraiment travailler l'ergonomie du signal tel qu'il est donné, et je vous passe, je ne suis pas spécialiste de ça, mais je sais que c'est une complexité méthodologique absolument redoutable, notamment comment on fait une note environnementale unique, voilà, comment on pondère les gaz à effet de serre, la pollution, l'acidification des sols, la pollution de l'air, etc. C'est très 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 compliqué. Mais il faut le faire quand même, et c'est un chantier qui est en cours et sur lequel les pouvoirs publics sont vraiment en place. Et à propos des signaux de qualité, Maxime, j'avais envie de te poser une question. Est-ce qu'en permaculture, en agroécologie, c'est quelque chose qui semble aussi important, à un moment donné, quand ça va se démultiplier, de dire est-ce qu'il faut qu'on dise ce que vous achetez là vient de la permaculture? Je sais que vous travaillez aussi à des études pour montrer un certain nombre de choses. Est-ce que ça fait partie des choses que vous regardez? Alors déjà, on ne dit pas qu'on fait une ferme en permaculture, parce que la permaculture, autant vous pouvez le faire chez vous. La permaculture, c'est pas une méthode agricole. La permaculture, c'est une méthode de conception d'écosystèmes. Puis je vais venir m'asseoir avec vous parce que 2 heures debout, ça va faire. C'est un peu maîtresse d'école. Une méthode de conception d'écosystèmes. Donc on peut faire de la permaculture en gérant une entreprise ou en étant enseignant. On peut faire de la permaculture au sein de sa classe. On aimerait bien que les hommes politiques, les femmes politiques fassent de la permaculture, qu'ils aient comme objectif de faire de leur territoire un écosystème humain équilibré. Donc pour la permaculture, nous on ne dit pas on fait une ferme en permaculture, parce que autant vous pouvez faire chez vous, dans votre jardin, de la permaculture, c'est-à-dire vous allez jusqu'au bout de la démarche, mais vous n'avez pas de contraintes économiques et de rendement. Nous, quand on fait une ferme qui a pour objectif de vendre des légumes, à un moment ou l'autre il faut qu'on arbitre, et donc parfois on utilise du plastique, je ne sais pas, nos tuyaux de goutte à goutte c'est du plastique. Les intégristes de la permaculture, ils disent surtout il ne faut pas arroser. Donc du coup, on fait des fermes inspirées de la permaculture, donc déjà, il ne faut pas galvauder le terme, et je doute qu'un jour un label émerge au sein de la communauté permacole, parce que parmi les intégristes, il y en a qui sont plus... Eux, c'est vraiment des intégristes, les permaculteurs, mais bon. Donc sur la question des labels, déjà, AB, il ne faut surtout pas remettre en question ce cahier des charges, qui a parfois des écueils et qui... Parfois, il y a des dérogations en fonction des années, etc. Mais clairement, AB, c'est bio. En revanche, il ne faut pas non plus espérer du label AB plus que ce qu'il ne promet. Et il promet qu'il n'y a pas de produits chimiques de synthèse et donc pas de poison sur ce que vous allez manger. En revanche, il ne dit pas qu'il n'a pas d'empreinte carbone. Effectivement, l'histoire du bio low cost, c'est qu'on peut trouver dans les supermarchés du bio qui vient de Pologne. Et là, il faut juste être conscient que le truc, il a fait 1000 bornes avant d'arriver dans les rayons. Et donc, voilà, si jamais vous êtes vraiment, vous, attaché à l'empreinte écologique, donc il y a la santé, AB, l'empreinte écologique, ça va être la proximité, donc le local, et ensuite il y a les conditions sociales dans lesquelles c'est produit, et évidemment, on ne produit pas de la même manière en Pologne ou au Maroc qu'on peut produire en Touraine ou près de chez nous. Donc ça, voilà, il faut juste savoir ce qu'on attend des labels et à quel niveau on met son curseur. Alors nous, on travaille, on lance le réseau Ferme d'Avenir. Le réseau Ferme d'Avenir, c'est un réseau qui vraiment s'adresse aux fermes, et les fermes, à minima, doivent être AB. Et ensuite, nous, on rajoute quelques critères. On dit par exemple, l'agriculteur part-il 3 semaines par an en vacances? C'est important, on aimerait que les producteurs qui produisent nos légumes aient vraiment 3 semaines de vacances. Est-ce que la ferme est ouverte et
accueille des enfants de l'école d'à côté, oui ou non. Donc nous, on nous dit, pour faire partie du réseau Femmes de l'Avenir, il faut que 2 fois par an, on accueille des écoles. Voilà, donc on travaille sur un label, mais qui restera un label assez confidentiel, parce qu'il faut, enfin voilà, déjà il ne faut pas multiplier les labels. On s'adresse vraiment à une catégorie de gens qui sont déjà vraiment convaincus. Et donc voilà, ça c'est sur le label. Ensuite, je ne sais pas si tu parlais des études qu'on met. Alors nous, on parle du prix. Donc évidemment, le premier indicateur, le premier critère de décision, c'est le prix. Nous, comme tout le monde, vous savez en fait que le prix, la valeur faciale des produits issus de l'agriculture chimique ne représente pas du tout le coût réel pour la société. Ça, on le sait tous, ça ne sert à rien de le rappeler, mais les externalités négatives sont depuis bien longtemps passées sur les lignes de nos impôts, et ça, c'est grâce ou à cause des lobbyistes qui, pendant des années, ont fait pression sur les élus pour dessiner une conjoncture qui devienne favorable à leur industrie. Et donc ça, comme nous, ça nous sort un petit peu par les oreilles, cette histoire-là, et qu'on dit, bah non, le bio, en fait, c'est pas plus cher. Si tu regardes vraiment ce que coûte le bio ou ce que coûte la nourriture industrielle, clairement, tu verrais que ça te coûte plus cher. Et donc, comme les élus et les scientifiques ou les économistes ne comprennent que les chiffres, on a décidé de sortir un plaidoyer. Enfin, donc on a mis 1 an et demi pour le réaliser. Et donc c'est un plaidoyer que vous trouvez sur notre site, fermedavenir.org/plaidoyer. Et donc il y a 150 pages qui évaluent les externalités des agricultures pour vraiment essayer d'estimer ce que ça coûte. Un exemple tout bête, les inondations qui ont eu lieu en juin, ça a coûté 1,5 milliard d'euros à nos impôts, donc je ne sais pas par habitant combien ça a coûté, mais quelques euros par personne. Mais en fait, c'est pas du tout à cause de la pluie. C'est à cause des méthodes de production de la brie, de la plaine de la brie, où en fait le sol est compacté, et donc il n'y a plus aucun ver de terre, et donc il a été constaté que sur ces sols ne sont en mesure d'absorber que 2 mm d'eau avant d'être saturés. Or, une terre normalement cultivée, elle peut absorber 40 à 150 mm d'eau par heure. Donc ça n'aurait jamais dû déborder. Et donc, est-ce qu'on se dit, c'est pas grave, c'est pour nos impôts, ou est-ce qu'on dit, attendez, vous les producteurs de la brie, il faut que vous anticipiez ça, et donc que vous releviez le coût de vos fromages ou que sais-je, et là on dira, la différence entre le prix de la bio et le prix du chimique est en train de diminuer. Et donc, ce plaidoyer que vous pouvez trouver en ligne, il évalue les externalités sur 6 secteurs, donc c'est la biodiversité, la santé, l'emploi, le climat, l'éducation, et j'en oublie une, et les dynamiques de territoire, me semble-t-il. Et donc, il va accoucher de 2 choses. La première chose, c'est une pétition, parce qu'on a donc identifié des freins réels au déploiement massif de l'agroécologie, parce que nous, notre objectif, c'est que dans 30 ans, il n'y ait plus aucun pesticide en France. Et donc pour ce faire, il y a des freins qu'il faut faire sauter, et donc du coup on a 10 propositions de loi. Donc la pétition, elle sortira dans 8 jours sur notre site. Et le deuxième bébé dont accouchera ce plaidoyer, c'est ce qu'on a appelé la comptabilité mutante. En gros, c'est de dire, on regarde un projet de ferme, on dit, voilà, ça c'est le compte de résultat prévisionnel. Alors évidemment, quand on monte ça à un banquier, si produire des légumes, ça faisait des retours sur investissement à 2 chiffres, ça se ferait depuis longtemps. Donc évidemment, le banquier regarde ça d'un œil un peu bizarre, on dit, attendez. Juste, nous, on a une comptabilité prévisionnelle mutante, et là, on intègre toutes les externalités positives pour le territoire. Et là, on dit, attendez, juste en termes de gestion de l'eau, vous allez économiser beaucoup sur votre facture Veolia. En termes de santé, vous allez économiser beaucoup. En termes de dynamique de territoire et d'emploi, vous allez... Et donc là, c'est très compliqué, la comptabilité mutante, on travaille avec des ingénieurs pendant 2 ans pour sortir un premier modèle. On n'a rien inventé, c'est la comptabilité universelle, mais on a oublié ça depuis quelques années, donc on essaie de le remettre à l'ordre du jour. Alors par exemple, il y a des domaines, Maxime, tu en parles, la permaculture, l'agroécologie. Je sais que dans le vin, c'est compliqué en fait de passer en permaculture. On en a parlé l'autre jour quand on a préparé cette réunion. Et puis ce serait intéressant d'avoir aussi Maxime qui puisse ensuite réagir sur le sujet. Oui, c'est vrai que l'inconvénient de la vigne, une fois qu'elle est plantée, on espère qu'elle va rester au moins pour une génération, et voilà, au moins plus de 50 ans. Et c'est vrai que la gestion, planter des légumes et nourrir avec des légumes, la rotation n'est pas la même. Donc l'accès à la permaculture sur la vigne, j'en ai jamais entendu parler, peut-être que ça existe.
mais sur des surfaces colossales, je ne sais pas. Alors la permaculture, encore une fois, c'est pas une technique agricole. Donc si vous avez une gestion holistique de votre vignoble et que vous intégrez des animaux, vous intégrez de la variété, de la diversité, quelque part, et encore une fois, il n'y a pas de label permacole. Il y a plein de gens qui font de la permaculture sans le dire, et plein de gens qui disent qu'ils font de la permaculture sans en faire. Mais il y a... Voilà, sur le vin, c'est effectivement une technique compliquée, mais il y a des gens qui font avec des pâturages au milieu, on peut rajouter pas mal de choses. Je pense qu'il y a pas mal de choses à étudier là-dessus, mais ce qui est clair, c'est que c'est une... Alors pour le coup, pour le vin, moi juste un chiffre sur le vin, c'est que c'est 20% des surfaces cultivées et 76% des produits phyto. Donc merci beaucoup de faire ce que vous faites, parce que vous diminuez l'usage des pesticides et des phytos en France, et c'est important de le faire. C'est vrai que c'est très compliqué la viticulture. Et après, on est dans une région qui reste quand même, c'est assez délicat. Une région bordelaise en viticulture est quand même assez dense. Il n'est pas aisé, selon les coins, selon les appellations, de pouvoir implanter des bêtes. Ça, c'est connu et reconnu. Mais c'est vrai qu'après, effectivement, avoir des engrais verts, c'est fou parce qu'on est passé par l'arrachage des haies, enfin tout ce qui a été remembrement, et puis maintenant on est repassé par des subventions pour replanter des haies. Enfin, il y a beaucoup d'aberrations dans ce qu'on vit, en tout cas. C'est clair. Ça fait du PIB. De les arracher, puis après de les replanter. Juste sur la permaculture sur une grande surface, il y a effectivement une image de la permaculture qui est vraiment des petites fermes qui font des légumes, etc. C'est pas la fin en soi. Là, juste pour rappeler deux, trois chiffres, il y a 576 000 agriculteurs aujourd'hui, il y en a 170 000 qui partent à la retraite dans les 7 ans. Donc ces 170 000 agriculteurs, ils ne vont pas laisser des parcelles de 1 hectare à recultiver. Ils vont laisser des parcelles de 150, 200, 300 hectares parfois. Et l'enjeu pour nous maintenant, c'est de montrer qu'on propose une alternative à ce type d'agriculture et qu'on peut, là où on a montré que sur 1 hectare, on arrive à embaucher 3 personnes, donc c'est 6 fois plus d'employés par unité de surface que l'agriculture chimique, que le maraîchage chimique, et bien maintenant ça va être de faire la même chose sur 150 hectares et montrer que sur 150 hectares, on arrive à créer au minimum 20 emplois. Juste, nous on a un agriculteur à côté de chez nous, il a 800 hectares, il a 2 salariés, c'est des mécanos. C'est des mécanos parce qu'en fait ils réparent les tracteurs qui se conduisent tout seuls. Donc maintenant, là l'enjeu c'est est-ce qu'on veut créer comme ça. Et juste un autre chiffre sur lequel j'aime bien les chiffres. En France, on apporte 4,5 milliards d'euros de fruits et légumes par an, alors qu'il y a 5 millions de chômeurs. Juste dire ces deux chiffres dans la même phrase, c'est proposer de résoudre une équation dès maintenant et de se pencher sur la question parce que... Alors justement, Maxime, comment est-ce qu'on peut répondre à cette demande du mieux et peut-être Olivier Guilbault aussi, cette demande croissante de consommer mieux? Comment est-ce qu'on peut répondre à cette demande? Il y a un grand débat actuellement qui est justement cette bio industrielle, et je mets des guillemets, versus une bio qui serait artisanale de l'autre. Est-ce que déjà il y a un vrai débat sur ce sujet? Vous consommez, j'imagine, dans votre production beaucoup aussi de plantes, donc vous êtes soumis aux aléas évidemment des marchés, des récoltes, etc. Comment est-ce que ça se passe? Alors, c'est bien parce qu'on pourra peut-être être labellisé ferme d'avenir, parce qu'on a du AB et puis on accueille des groupes de scolaires, donc on pourra peut-être leur prendre des contacts. C'est le but du Parlement aussi, c'est de créer voilà, des connexions. Alors, sur le consommer mieux, c'est vrai qu'il y a une forme de paradoxe parce que on a envie de dire c'est bio donc c'est bien, mais il y en a tellement de plus en plus et c'est tant mieux. Ce que disait Maxime, AB c'est déjà un super truc. Il y a le AB qui s'est européanisé, donc qui a perdu peut-être un peu en valeur par rapport aux exigences. Donc en fait, plus ça se standardise et ça devient le lot commun, plus il y a forcément quelque chose à faire pour aller chercher quelque chose d'un peu mieux. Et je pense que dans le AB, dans les gâteaux, dans tous les types de produits qu'on a aujourd'hui, comme dans le conventionnel, on a du bon et du moins bon, tout simplement. Et après, c'est plus une histoire de marque ou de goût, de qualité, d'efficacité qui fait la différence. Mais c'est déjà un premier pas
pour le bien général. Et après, il y a peut-être des éléments supplémentaires. Faut pas trop multiplier les labels parce que Trop de labels, tu le label. c'est compliqué. Mais c'est vrai que c'est aussi nécessaire parce que autant dans une relation de proximité, on fait confiance parce que le boucher, je sais où il achète ses bêtes, c'est à côté. Puis le boulanger, pareil, il fait son pain. Mais sur certains produits, c'est plus compliqué. Et on ne connaît pas forcément la tête du gars qui fait le produit cosmétique. Et donc on doit se reposer sur des labels. Oui, parce que dans votre cas, oui. Juste, je propose un truc parce que ça fait 2 fois que vous le dites. Je propose qu'ici, tous, on prenne une habitude maintenant, on ne dit plus agriculture conventionnelle. Qui a été associé à la rédaction de ces conventions? Non, personne. C'est de l'agriculture chimique et surmécanisée. Vous pouvez dire chimique si vous voulez pour aller plus vite, mais c'est de l'agriculture chimique. D'accord? Donc ça, il faut. Voilà, c'est pas de l'agriculture conventionnelle, il n'y a rien de conventionnel là-dedans, donc c'est de l'agriculture chimique. Certains disent que l'agriculture traditionnelle en parlant d'agriculture chimique, ce qui est bien. Alors, est-ce qu'on peut aussi dire qu'on arrête de dire agriculture raisonnée? Parce que ça veut dire qu'on prend les agriculteurs pour des idiots. Non mais ça n'a jamais pris. L'agriculture raisonnée, il n'y a personne qui s'est laissé avoir. Et juste aussi sur le local, on connaît effectivement le gars à qui on achète ses bêtes, on ne sait pas vraiment, et ça vaut quand même le coup. Entre local et bio, la panacée c'est le bio local. Mais entre bio et local, je vous invite quand même à aller sur le bio. Alors oui, je voulais poser effectivement, ça c'est une bonne question, on en parlait tout à l'heure, bio versus local, et puis, mais sur les labels et le aller plus loin, c'est vrai que vous êtes allé très loin, Marie-Pascale, dans votre démarche, en ayant non seulement le label Nature et Progrès qui est connu pour être très engagé, et aller particulièrement loin. Est-ce que c'est perceptible par la consommatrice de se dire, ils sont allés au maximum? Le label Cosmebio, certains sont au minimum du standard, et on est loin finalement de formulations comme les vôtres. Ça se répercute aussi sur le prix, évidemment, ça on en parlera, mais... Alors déjà, en cosmétique, il y a déjà trop de labels. Parce qu'il y a Nature et Progrès, il y a EcoCert sans Cosmebio, il y a Cosmebio, il y a Natrou avec 1, 2 ou 3 étoiles, et maintenant, il va y avoir Cosmos. Donc je ne sais pas si vous les connaissez tous, mais vous êtes censés acheter vos cosmétiques bio selon cette connaissance-là, donc je vois que vous n'êtes pas tous au courant. Donc on perd le consommateur, et ça c'est un petit peu dommage. Ensuite, effectivement, le label aujourd'hui le plus répandu, c'est Cosmebio. Celui-là, je pense que vous le connaissez tous, le label dans un ovale. Mais au sein de Cosmebio, on peut avoir des marques qui jouent le jeu minimum, donc qui ont 10-15% d'ingrédients bio dans leur formule, et puis des marques comme nous, où on a des produits qui sont quasi 100% bio. Et le consommateur moyen n'a malheureusement pas suffisamment de connaissances pour faire la différence. Il n'y a pas d'eau dans vos formules. Alors il y a des produits où j'ai de l'eau, parce que quand on veut une texture crème, on est obligé d'avoir de l'eau, mais il y a des produits où on a évité l'eau, donc on a un produit 100% actif. Donc une formule où on paye 100% des ingrédients, et il n'y a pas 80% d'eau qui ne coûte rien. Donc il y a aussi l'impact sur le prix, et un impact sur la qualité, l'activité et l'efficacité du produit. Donc effectivement, nous on a choisi Nature et Progrès, donc on a sorti notre gamme de lancement intégralement sur Nature et Progrès, parce qu'on voulait jouer le jeu jusqu'au bout et que les consommateurs, les consommatrices dans notre cas, voient vraiment qu'on était différent d'une marque bio Carrefour, qui fait du bio parce que c'est du greenwashing et qui fait le minimum. Malheureusement, on fait aussi de l'export. Nature et Progrès n'est pas connu à l'export, tout le monde ne connaît que Cosmebio. Donc on a été obligé de repasser sous le label Cosmebio, mais avec cet inconvénient qu'aujourd'hui, on fait peut-être un peu de surqualité. Et tous les consommateurs ne sont pas prêts à payer un petit peu plus pour le niveau de qualité supplémentaire qu'on offre. Donc il y a des choses, il y a des fois, moi je serais pure de dur, je serais pour faire des produits top, mais ces produits top, tels que je les aimerais moi, ils ne se vendront jamais, parce qu'on aura du mal à expliquer la valeur ajoutée et la valoriser, quoi. Donc malheureusement, de temps en temps, ça nivelle un petit peu par le bas. Olivier, tu veux réagir? Ouais, juste c'est un peu comme les vins et les sulfites, un cosmétique bio qui sent 100%, c'est pas forcément, alors, sauf peut-être certains cas, 100% d'ingrédients issus d'agriculture biologique. C'est juste que tout ce qui est certifiable, en enlevant l'eau, en enlevant un certain nombre d'éléments qui n'ont pas d'intérêt, des minéraux, on a un pourcentage de bio. Parce qu'on a souvent des Carrefour bio, enfin, on va faire de pub d'ailleurs, des marques qui font du bio à minima en se positionnant à 10% parce que c'est le minimum, mais c'est pas 10% de la totalité du produit qui est bio, c'est uniquement la part qui est labellisable. J'ai perdu tout le monde.
Non, mais par contre, quand moi je parle de mes produits quasi 100% bio, c'est vraiment sur la totalité de la Oui, formule. à part ces quelques Il y a un gap exceptions. vraiment entre mon produit et celui de Carrefour, d'Auchan ou de bien d'autres, au niveau de la qualité. Et ça, c'est pas tout le temps perceptible. Et quand on parlait de l'affichage sur les cosmétiques, on a l'affichage INCI qui est obligatoire, c'est-à-dire la liste des ingrédients. Donc ça, c'est obligatoire sur tous les cosmétiques. Mais malheureusement, le consommateur moyen n'est pas assez éduqué pour connaître tous les noms latins des ingrédients, savoir. Alors, bien sûr, on commence avec les parabènes, etc., à avoir quelques noms qui ressortent, mais il y a plein d'industries cosmétiques qu'on a tort d'appeler conventionnelles. On fait la même chose en cosmétique. Chimique, voilà. Bien que la chimie, qui affiche partout produits sans parabènes, sauf qu'ils ont remplacé le parabène par une merde, excusez-moi, encore pire, quoi. Mais le consommateur ne le sait pas. Et il y a marqué sans parabènes, super, j'achète, ils sont propres. Alors, moi, par rapport à ça, c'est des choses, sans prêcher pour la paroisse, mais en vente à domicile, où, contrairement à certains types de magasins où on rentre et on pense qu'un seul truc, c'est en sortir le plus rapidement possible, on vient passer un bon moment, et surtout un moment où on apprend des choses. Et les INCI, donc international, nomenclature, cosmétique, ingrédients, la liste de tous les ingrédients que vous avez dans votre produit, c'est vrai que c'est un peu technique, mais c'est des choses, si on veut aussi consommer mieux, c'est des choses à creuser, à aller chercher, à apprendre, pour aussi se faire un petit peu mal, participer un petit peu, que ce soit intellectuellement ou en mettant un peu la main à la pâte avec des produits concentrés qu'on va diluer, on fait un peu de cuisine chez soi. Et ça, tout le monde n'est pas encore prêt à faire ça. Cette démarche, on se fait un petit peu mal. Un peu comme le développement durable, où moi je fais du développement durable, je sponsorise l'équipe de foot du coin, donc j'interagis avec les parties prenantes. Ça, c'était le 1.0. Puis à un moment donné, le vrai, c'est quand on se fait mal sur ses process, sur ses produits, ça coûte plus cher, ça force à vendre. Le consommateur, c'est pareil en fait. Il faut aussi qu'il se fasse un petit peu violence. Il y en a qui le font naturellement, ils jouent le jeu, mais tout le monde n'est pas prêt à le faire. Et donc c'est le paradoxe, il est là, on consomme mieux, mais c'est pas forcément tout cuit. Il faut apprendre à mieux consommer. Voilà. Mais pour revenir sur l'intitulé de la table ronde, du coup, est-ce que vivre mieux, ce serait pas vivre en sachant plus de choses, et donc du coup, consommer mieux, c'est prendre du temps pour s'instruire et apprendre des choses. Ça y est, on a peut-être trouvé un truc. Quand on préparait avec Anne, tu posais la question, est-ce que consommer mieux, c'est un truc de riche? Alors c'est une des questions, est-ce que c'est la question aussi du prix? Avant de venir à cette question, j'aimerais juste qu'on finisse sur la permaculture, qui était une question que je voulais poser, Maxime. Est-ce qu'on peut justement répondre à cette demande de mieux au niveau global, en volume? Est-ce que la permaculture, l'agroécologie peuvent nourrir finalement l'humanité? Tu disais, on importe beaucoup de nourriture, il y a beaucoup de chômeurs. Comment est-ce qu'on peut imaginer résoudre cette équation? Si tu avais... Je vous renvoie au film, alors c'est dans le film, je crois, Tous cobayes, que vous pouvez voir la restitution de Olivier de Schutter, qui a donc été rapporteur pour l'ONU, pour la FAO, sur comment nourrir l'humanité à 2050. Sa conclusion, elle est super claire. Il dit « L'agroécologie n'est pas une solution, c'est la seule ». C'est juste pour dire que la question qu'on a posée dans notre terme, c'est combien de temps on va réussir à vivre, soit en s'empoisonnant, soit en détruisant les sols, en détruisant la biotique, en détruisant le climat, en détruisant les emplois, etc. Combien de temps on va réussir à vivre avec cette... Donc oui, donc la réponse elle est oui, on peut être 10 fois plus productif par unité de surface avec de l'agroécologie par rapport à l'agriculture chimique, sans problème, donc il n'y a aucun souci, et voilà, après, il faut peut-être changer quelques régimes alimentaires, peut-être un tout petit peu moins carné, et d'ailleurs, ça tombe bien parce que c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'en étant un tout petit peu moins carné, vous allez diminuer votre budget global qui va vous permettre de passer tout en bio. Donc c'est super, vous diminuez de 20% votre consommation de viande, à ISO-coût, vous pouvez tout passer en bio, donc c'est tant mieux. Donc oui, non, mais là, il n'y a même pas de question, et oui, on peut y répondre, mais il n'y a pas de question. Alors Béatrice, est-ce qu'on pourrait passer toute la région du Bordelais en agriculture? Sur le vin, c'est autre chose. Sur le vin bio. Non, mais c'est très intéressant parce que déjà changer la mentalité du producteur qui n'a pas envie de s'emmerder en parlant bien. Je ne vais pas faire une généralisation, heureusement que les mentalités ont évolué, mais il y a aussi ça, il y a le risque économique
qui est bien un vrai enjeu. Hein, c'est sûr que produire et faire vivre une entreprise, on est d'accord qu'il y a des enjeux économiques. Et si on parle de la région bordelaise, mais comme d'autres régions, on est confronté dans ce milieu viticole à des problèmes de succession. Donc, certains coins de Bordeaux sont relativement excessifs en prix. Le terroir est relativement excessif. Et donc, ces problèmes de succession génèrent des rachats, des dislocations de propriétés existantes, éventuellement peut-être des propriétés en bio qui ne seront pas rachetées peut-être par des producteurs bio et qui du coup posent problème parce qu'effectivement, dans ce sens-là, en tout cas, on n'agrandit pas la surface bio. Et en tout cas, une fois de plus, pour moi, il y a ce constat d'entreprise qui est devenue plus grosse encore. Et malheureusement, on est dans une démarche autre que le bio. Et il manque une prise de conscience aussi quand même avec ça. Il y a trop de phénomènes d'enjeux économiques et de division à court terme. À court terme. Alors, Solange Martin, je voulais vous faire intervenir justement. Allez-y, oui. Alors, je voudrais juste rajouter une petite chose sur la question des labels et de l'affichage. Alors, effectivement, il ne faut pas tout attendre, il n'y a aucun outil qui fera tout. Le label, c'est une normalisation, donc ce sera forcément imparfait, ce sera partiel. Il ne faut pas non plus tout attendre du producteur tout seul et de sa communication générale et du consommateur tout seul et de son appétence et de son courage pour aller voir des choses. Il faut aussi penser collectif, à acteurs intermédiaires. Donc vous avez d'une part les associations de consommateurs qui font des très bons benchmarks. Je sais que je crois que c'est 50 000 consommateurs fait 60, j'ai dit 65 ans, c'était quand j'étais jeune. Donc 65 maintenant même. Voilà, qui font de très bons benchmarks sur les cosmétiques bio, sur les lessives et qui aident effectivement à guider. Vous avez aussi les fédérations professionnelles qui peuvent relayer les messages et apporter un petit peu de rationalité dans tout ça, en partie. Enfin, alors, en cosmétique, sur l'agriculture, bon, il y a quand même l'agriculture biologique, ça commence à peser quand même un petit peu lourd, donc il y a moyen de démultiplier les forces. Puis pensez aussi aux distributeurs, donc bon, on continue de citer des marques, moi j'ai pas le droit, je suis là. Donc voilà, il y a la télévision, hein, donc moi je ne vais pas vous taper dessus, mais. Biocop par exemple, voilà, et aussi un réseau de distribution qui fait beaucoup dans la formation du consommateur. Donc voilà, pensez aussi réseau dans tout ça. Vous n'êtes pas tout seul face à un consommateur qui est tout seul. Alors l'accès au consommer mieux, est-ce que c'est une problématique justement de riches? Cette question est volontairement aussi provocatrice, mais Solange Martin, quand on a préparé l'entretien, comment faire pour que les personnes les plus précaires justement aient accès à ce mieux? Parce que si on dit que c'est mieux pour la planète, ben, il faut que ce ne soit pas simplement une problématique d'un accès aux personnes les plus aisées. Alors, si on regarde les chiffres de la consommation... Et là, Olivier, vous aurez aussi des choses à dire par rapport à ça. Si on regarde les chiffres de la consommation bio, c'est très étonnant, mais il y a quand même une partie importante des CSP- qui consomment bio. Donc il y a une vraie appétence. Après, il y a des contraintes de budget. Donc effectivement, les consommateurs réguliers sont surreprésentés chez les CSP+, et chez les plus âgés aussi. Donc c'est vrai et faux, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de riche dans le sens où ceux qui le sont moins ont envie effectivement de participer à. Modulo, une petite chose qu'il faut quand même avoir en tête, c'est qu'on remarque depuis 2 ans au moins, l'étude notamment Eticity de 2015 a montré qu'il y avait une partie plus importante, donc en gros 25% de la population, un quart, qui décrochait du discours du développement durable et des pratiques associées. Donc dans cette partie-là, c'est caractérisé par essentiellement des CSP-, des artisans commerçants chômeurs aussi qui sont très représentés, plutôt des hommes de plus de 35 ans, avec un niveau de diplôme plutôt inférieur, et qui sont dans le rejet du discours du développement durable et de la consommation bio. C'est des choses qui ont également été étudiées antérieurement au Royaume-Uni, où la consommation se politise aussi. Et il ne faut pas oublier que pour une partie de la population, si vous mettez protège la planète, et bien ils vont choisir autre chose. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une démarche de rejet, de repli sur soi, de rejet du collectif, parce qu'ils sont dans des situations objectives de déclassement social et qu'ils ont l'impression de donner, de ne pas recevoir en retour. Voilà. Donc d'ailleurs cette étude d'Eticity s'appelait l'ère de l'engagement réciproque, mais je crois qu'il y a un moment, il faut aussi renouer le contact avec cette partie-là de la population
pour montrer que la collectivité peut apporter des choses et qu'en retour, ils seront plus à même de penser collectif aussi. Donc voilà, lui, il y a un problème social derrière le consommer mieux. Maintenant, si on continue sur cette problématique-là, pour les plus précaires, on a sorti à l'ADEME récemment les chiffres de la précarité énergétique qui sont en augmentation, donc ça fait un foyer sur 5 en précarité énergétique. Donc pour une partie de la population, consommer mieux, c'est déjà consommer. Hein, et consommer des choses non pas superflues, mais des choses vitales, le chauffage, pas avoir froid, c'est important. Mais c'est bien de remettre quand même les choses de bien. Et c'est des choses qu'on voit aussi dans l'enquête de l'Obsoco qui montre que, alors ça se répartit relativement bien, vous avez la moitié qui veut consommer mieux, l'autre qui veut consommer égal ou plus, et dans ceux qui veulent consommer plus, elle est un petit peu en augmentation, et ça fait donc un quart de la population. Donc pensez à ça aussi. Après, ce qui motive ces gens-là, c'est des fois pas du tout, mais des fois aussi des critères environnementaux. Et pour ceux qui ne sont pas du tout dans le développement durable, on a d'autres leviers à actionner, le levier santé, puis le levier local, c'est-à-dire le fait que ça protège l'emploi et que ça fait du développement en France. Je pense que c'est vraiment quelque chose auquel ils sont susceptibles de répondre. Donc voilà, après, il va falloir adapter le message, évidemment, au discours qui est le plus susceptible d'être entendu. Alors justement, Olivier Guilbault, vous aidez toutes ces femmes, en fait, dans les cercles, à mieux consommer, à consommer utile. Et ça passe parfois aussi par cette prise de conscience, par exemple pour les produits d'entretien, de consommer moins de produits. Et c'est vrai que ça peut paraître paradoxal. Généralement, une entreprise conventionnelle, elle cherche à faire consommer toujours plus, avec des contenants où le liquide peut parfois couler très vite pour que les bouteilles circulent. Et là, votre entreprise, elle dit consommer moins, utile, donc on fait de la pédagogie autour de ça. Mais alors, c'est pas, il y a un produit qui s'appelle un nettoyant multi-usage, voilà, qui coûte très cher, qui est invendable en magasin, les 20 € la bouteille de 1 litre, ça fait beaucoup. Mais en fait, avec 1 litre de produits concentrés, vous faites 200 litres de produits prêts à l'emploi pour laver le sol, laver le plan de travail, enfin plein d'usages différents, avec des flacons, des pistolets de vaporisateur, vous faites votre dosage. Donc, sauf que ça, on a effectivement besoin de l'expliquer et de faire participer le consommateur. Et on arrive à travers l'explication avec un produit a priori cher quand on regarde simplement une logique financière, le prix au litre, à un produit pris à l'usage qui peut être beaucoup plus abordable, enfin qui est imbattable même. Enfin, c'est un peu dans la logique des externalités dans un autre registre où on arrive à finalement des choses qui prennent moins de place dans les placards, où je participe et je peux communiquer avec d'autres sur le bienfait d'un certain nombre de produits. Et donc ça participe, moi je suis convaincu, il y a une vraie démarche d'explication, et on parlait de problèmes financiers, enfin, est-ce que c'est un truc de riche, un truc de pauvre, financièrement parlant. Moi je pense que c'est quelque chose, j'avais répondu, est-ce que c'est un truc de riche? Non. Et en fait, la réponse elle est plutôt oui, c'est un truc de riche, mais d'une richesse intellectuelle collective. Et quand on a ça, nous on a des clients qui sont pas forcément qui roulent pas forcément sur l'or, mais qui arrivent à écrire, à faire des témoignages en expliquant que voilà mon budget, j'ai économisé tant parce que le produit, etc. Et ce qui veut bien dire qu'en faisant un effort, en accompagnant, d'ailleurs il y a plein d'associations, une entreprise, c'est pas sa vocation première, mais il y a des associations au niveau énergétique, au niveau gestion familiale, qui se développent énormément pour apprendre tout ça. On a une fracture, peut-être une fracture écologique, une fracture pédagogique, tout le bon sens paysan qu'on avait, on l'a perdu. On achète des carottes râpées, c'est prêt à l'emploi parce que j'ai pas les éplucher, mais ça coûte au kilo, c'est hors de prix. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça qu'il est important de rappeler, même si effectivement je veux faire comme les autres, et parfois faire comme les autres ça peut coûter très cher. Sur cette question de prix, alors il y a une enquête, une étude Kantar du début 2016 qui révèle que le prix n'est plus le critère de choix clé du citoyen consommateur. Si 46% des Français le désignent encore comme un élément important pour choisir un produit alimentaire, il n'arrive qu'en 6e position pour le choix de l'enseigne fréquentée, loin derrière la proximité. Donc c'est quand même intéressant de voir que les choses bougent.
Dans les cosmétiques, vous avez des produits qui sont quand même relativement chers. Ça veut dire que la femme enceinte, si elle veut mieux être pour ses produits, c'est une question de priorité aussi dans le budget. Finalement, peut-être moins de tablettes à la maison, peut-être moins de consommer autre chose. Et consommer autrement également, parce qu'avec une huile vergeture sans eau, effectivement, le flacon, il dure 3 mois, alors qu'avec une crème avec 80% d'eau, il va durer 15 jours. Donc là aussi, quand on ramène l'investissement total du produit, le coût total sur la durée de la grossesse, on retombe carrément sur nos pieds, voire on est moins cher. Donc il y a aussi cette éducation-là. Et c'est pour ça que, pour rebondir sur le réseau, nous on est vendu en réseau bio. Donc tous les magasins bio ne sont pas aussi exigeants que Biocop, mais on distribue beaucoup dans des magasins qui sont capables de porter notre discours et de l'expliquer. Et ensuite, effectivement, alors quand on parle de précarité énergétique, bien évidemment, quand on en est à ne pas pouvoir se chauffer, j'imagine qu'on n'achète pas de cosmétiques grossesse et que du coup, là, on est vraiment hors sujet. Mais même pour un budget moyen, c'est une question de choix, je pense. C'est comme nous, en tant que consommateurs, moi, à titre personnel, je préfère manger moins de viande, mais acheter de la viande bio et locale moins souvent, mais plutôt que de manger du poulet de supermarché tous les jours. Donc, encore une fois, c'est des questions de choix, de connaissances, et à quel point on s'est fait mal pour acquérir tous les critères qui vont nous faire faire les bons choix, les meilleurs choix. Béatrice, dans le vin, l'impact du prix de votre côté, est-ce qu'il y a une grosse différence de prix déjà entre le vin bio et le vin chimique? Alors, d'une manière générale, il n'y a pas de tarif dans le vin. J'ai envie de dire, il n'y a pas de... chacun fait son tarif. Pour ma part... Dans la perception même du consommateur, est-ce qu'il a l'impression que s'offrir un vin bio, ça va être plus cher ou c'est pas sa portée quelque part? Il y a des vins bio à tous les prix. Dans toutes les régions, on peut trouver, comme dans une agriculture chimique, c'est tout le moment, et surmécanisée. Voilà. Donc effectivement, il y a les deux modèles dans tout, quoi. Donc effectivement, de toute façon, l'argument c'est trop cher, ça on l'entend partout, pour tout. En discutant avec des gens qui disent ah oui mais toi t'achètes bio, t'as les moyens, mais toi t'achètes quoi en fait quand tu fais les courses? Il suffit de regarder, j'ai bien aimé la notion de consommation superflue. Si on se positionne à l'entrée d'un supermarché ou à la sortie plutôt et qu'on regarde ce qu'il y a dans les caddies, bon, il y a effectivement un changement il y a besoin d'éduquer voilà, les gens sur apprendre à cuisiner simplement. Je ne suis pas sûre que ça coûte beaucoup plus cher. Voilà, bon. Et donc la question sur les vins bio, oui, je l'ai. Mais après, je l'avais avant aussi. Donc, c'est un parallèle. Maintenant que je fais du vin bio, les gens me demandent et votre vin bio, est-ce que c'est meilleur maintenant? Alors, pour moi, pour pouvoir vous dire si c'est meilleur ou pas, c'est très compliqué, le vin étant un élément vivant. Chaque année, c'est différent. Il aurait fallu que je garde une partie de ma culture en agriculture chimique sur pour pouvoir... voilà. Mais bon, c'est pas ça le plus important. Alors, consommer mieux, c'est aussi consommer moins. Alors, Maxime, si je reprends les études par exemple, de l'ADEME, Solange Martin, il y a une catégorie qui s'appelle frugal volontaire. Est-ce que tu crois que tu ferais partie de cette catégorie, qui est vraiment une grosse tendance, qui est la sobriété heureuse aussi, chère à Pierre Rabhi? Consommer mieux, c'est consommer moins. Alors, effectivement, il y a ces deux tendances qui sont d'ailleurs pas antinomiques du tout. Mais... Oui, je pense que... moi, la première fois que j'ai vu Pierre Rabhi, j'avais 20 ans et j'ai pleuré pendant 2 semaines après sa conférence, puis je l'ai revu l'année suivante, j'ai pleuré qu'une semaine, et puis maintenant on est amis. Non, ça va. Maintenant on est amis et c'est un bonheur. On arrive à la même chose, la première fois que je l'ai rencontré, j'ai pleuré aussi. Alors c'est clair, c'est tombé dans les bras, ça a été terrible. Ouais, c'est quelque chose. Et non, mais c'est pas une prise de conscience, une élévation de conscience, c'est qu'elle... non, ouais, clairement, j'ai arrêté de consommer il y a un bout de temps. J'ai un jean, je suis en train de me
caché là. J'ai 2 pulls et voilà, et non, je suis absolument heureux et satisfait de ce mode de vie. Est-ce que tu as toujours été un peu comme ça ou tu as été gros consommateur? Non, j'ai jamais été gros consommateur. Mes parents ont toujours, mis des limites et voilà. Non, après j'ai beaucoup voyagé. J'ai voyagé pas toujours en avion, donc j'ai pris le temps de voyager. J'ai voyagé 2 ans. Et donc là, c'est. Non, mais oui, je me satisfais énormément d'autres choses et je pense que. Voilà, on est parti en vacances dans les Deux-Sèvres, je sais pas, qui partent en Nouvelle-Zélande. Okay. Non, mais voilà, non, je sais pas, il y a plein de trucs super. Et là, d'ailleurs, la petite pub, on fait le Tour Ferme d'Avenir à l'été prochain. Le programme a été publié récemment. Là. Voilà, donc le Tour Ferme d'Avenir, on propose aux gens qui le souhaitent de nous suivre pendant 3 mois. On va organiser 30 étapes. Et donc il va y avoir au moins 200 vélos qui vont suivre le tour. Et à chaque étape, eh bien, il va y avoir des visites de fermes bio. Donc il y aura 3 visites au moins par étape. La nourriture sera bio et locale et souvent végétarienne, désolé, mais bon, comme ça permet d'habituer les gens à la cuisine différente. Et puis voilà, on fera aussi voilà, l'objectif c'est de s'amuser aussi, quoi. C'est qu'il faut. Et nous on aime bien faire la fête, et donc il y aura à chaque étape une grosse agriculteuf. Donc le concept une agriculteuf, ça fonctionne bien. Et donc voilà. Non mais voilà. Je vois pas, enfin je déteste aller dans les magasins et je comprends pas le plaisir. Mais après je sais qu'on est, enfin je suis décalé, je suis un peu extrémiste, mais ma femme est brésilienne. L'activité du week-end au Brésil, c'est d'aller dans les shopping, quoi. Mais vraiment. Et on est mal, quoi. Alors le thème c'est consommer mieux pour être heureux, ça renvoie à la notion de bonheur. Alors on n'est pas dans une conférence a priori plus philosophique au sens du. Mais ça pose quand même cette question. Les gens ne vont plus au culte, peut-être, et ils vont dans les supermarchés, ça pose la question du sens, globalement. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ce temps qu'on économise en consommant mieux, en consommant moins? On le passe à créer du lien, être avec les autres, peut-être poser des études, ce sera intéressant aussi. Juste pour dire sur les frugaux volontaires, c'est une catégorie, on les a appelés comme ça, mais il y a déjà eu un quai de recherche du Crédoc. Alors les frugaux volontaires, est-ce qu'il y en a qui se retrouveraient frugaux volontaires dans la salle, qu'on voit justement en cantine? Alors les frugaux volontaires, redéfinissez. C'est des gens qui essayent de consommer moins et surtout en accord avec leurs principes dans le maximum d'aspects de leur vie. Donc à la fois la consommation vient de consommation courante, mais aussi les transports, l'alimentation, la gestion des déchets, etc. Ceux qui se reconnaissent. Alors vous êtes un petit peu plus nombreux que dans la population que là, hein, mais on a pas mal d'éveillés, d'éduqués dans la salle. En même temps, ils ont choisi cette conférence. Oui, c'est ça. Alors, en l'occurrence, à l'ADEME, on regarde non seulement les grandes tendances parce qu'on a besoin d'avoir de la visibilité sur l'ensemble de la population, mais on regarde aussi les signaux faibles, c'est-à-dire ce qui se passe dans les franges avant-gardistes de la population. Et on a notamment aidé on a produit un documentaire réalisé par une sud-américaine, mais pas brésilienne, argentine, qui s'appelle Violeta Ramirez, que vous pouvez trouver sur YouTube en tapant les nouveaux modernes. Donc on les appelait les nouveaux modernes, qui effectivement peut-être plus vendeurs que les frugaux volontaires. Et j'ai eu la larme à l'œil à la fin aussi, donc c'est 3/4 d'heure de portraits. Alors ça va d'un jeune couple qui vit dans une yourte pour essayer de réduire ses consommations d'énergie à tous les niveaux, un jeune garçon dans un collège où il y a des opérations pour réduire le gaspillage alimentaire, un couple aussi qui se met dans un chantier participatif pour construire leur maison eux-mêmes avec des gens qui viennent pour les aider en paille et en argile. Voilà, donc un certain nombre, une dizaine de portraits de gens qui essayent vraiment d'être cohérents, d'autres qui vont récupérer aussi des consommations dans les poubelles parce que voilà, gaspillage, ça les rend trop malheureux. Et ce qu'on rencontre, c'est qu'effectivement, ils sont heureux. C'est-à-dire que c'est de la frugalité, ils ont remplacé le bonheur dans autre chose que l'accumulation matérielle. Ils l'ont placé alors dans différentes choses, évidemment le lien social avec des gens qui fonctionnent comme eux et qui partagent les mêmes valeurs, dans le temps qu'ils ont aussi en plus pour créer et voir, être dans la sociabilité. Ils sont aussi dans l'expérimentation permanente parce que c'est pas facile d'être vert à ce
point-là dans un monde qui ne l'est pas encore. Donc voilà, c'est des expérimentateurs. Mais on sent à la fin du documentaire, et donc ça n'a pas besoin de vous convaincre, mais une vraie joie de vivre et une vraie cohérence. Donc, alors, effectivement, on n'est pas l'agence de philosophie à l'ADEME, donc sur la question du bonheur, on ne va pas, voilà, je ne vais pas en dire beaucoup, si c'était qu'on sait que tous les troubles, notamment psychiatriques, c'est les troubles du lien, donc c'est des choses qui vous séparent à la fois des autres et du monde dans lequel vous vivez. Et l'intérêt du bonheur et du bien-être, c'est effectivement de dépasser ces thématiques de l'intérêt individuel, c'est-à-dire d'avoir son intérêt individuel toujours, mais qui englobe l'intérêt du collectif, c'est-à-dire l'intérêt de la communauté sociale dans laquelle on est et de l'environnement lui aussi. Donc voilà, cette idée de rassembler, d'être en unité, de ne pas être séparé du reste et que tout ceci soit relativement cohérent. Donc ça, je pense que ça joue beaucoup. C'est sûr, mais moi ce qui m'a frappé quand j'ai eu moi-même ma prise de conscience en voyageant aussi comme vous il y a une quinzaine d'années, peut-être presque une vingtaine d'années, j'étais stupéfaite de voir comme dans beaucoup de pays pauvres, les gens finalement créent du lien, sont en joie, chantent et dansent. Alors je ne dis pas qu'il faut être pauvre pour être heureux, mais je n'arriverai pas à ce raccourci évidemment, mais en tout cas, ce qui m'a frappé, c'est que dans nos sociétés occidentales, on est quand même gris, on consomme beaucoup d'antidépresseurs, on est malade, on sourit peu, on est assez peu dans la joie, et finalement on s'aperçoit que là où il y a peu, matériellement, eh bien, on crée du lien, on crée de la joie, donc ce paradoxe... Il y a des études au niveau mondial qui ont fait ça, ça suit l'index de bonheur en fonction de la richesse. Alors ce que vous dites est vrai à partir d'un certain moment. C'est-à-dire quand on est vraiment dans des économies de subsistance, au manque de tout, là on n'est pas heureux. Il ne faut pas rêver, il faut quand même un minimum. Après, effectivement, vous avez la courbe du bonheur qui suit la courbe d'accroissement des richesses, et puis à un moment ça stagne. Et nous, on est totalement dans le moment où on peut avoir plus de richesse encore, plus de PIB, plus de croissance. On ne sera pas plus heureux pour longtemps. Donc effectivement, ça questionne. Alors on va passer à la grande question du local, mais avant de passer à cette question pour être sur le bonheur, est-ce que produire mieux vous a rendu plus heureux justement dans vos vies? Parce qu'on parle de consommer mieux, mais vous produisez mieux. Qu'est-ce que ça a changé dans votre quotidien, dans vos vies? Est-ce que vous sentez? Alors je sais que vous êtes aussi professeur de yoga, Béatrice, alors est-ce que c'est un élargissement global de la conscience qui rend plus heureux? Vaste sujet. Oui, je suis très intéressée par plein de choses. Je me dis que ma vie ne sera pas assez grande pour pouvoir tout découvrir. Mais produire mieux, oui, je pense que consommer mieux, c'est une partie. Mais pour consommer mieux, il faut aussi produire mieux. Donc ça en passe aussi par... moi, la décision de produire mieux, elle était évidente puisqu'on vit sur place. Ce que je disais tout à l'heure, on est les premiers concernés. Ça ne pouvait pas être autrement que... voilà, après, quand c'est une évidence, je n'ai pas de mots à mettre, quoi. C'est juste évident. Olivier, pour toi? Produire mieux, c'est pour rejoindre... Tu as travaillé dans la finance, tu n'as pas toujours été dans l'entreprise familiale. Donc c'est quand même intéressant. Non mais c'est intéressant parce que tu m'en as parlé de ton parcours. Est-ce que tu te sens plus heureux aujourd'hui finalement que quand tu brassais de l'argent et que finalement c'était de l'argent pour de l'argent? Alors j'étais pas le genre gardien de la finance, mais en fait j'étais dans des entreprises multinationales à des postes à responsabilité plutôt finance effectivement, qui me déconnecter un petit peu de la réalité du marché des produits qu'on avait. Et moi, ça me dérangeait un petit peu. Et au-delà de ça, on a toujours besoin de finances. Aujourd'hui, la finance est en train de se réorienter vers des pans entiers, vers de l'industrie décarbonée, vers des industries un peu plus vertueuses. Donc c'est bien, tout n'est pas mauvais. Je pense qu'il ne faut pas être dogmatique et dire ça c'est pas bien parce que voilà, ça manquait de sens en fait, c'est sûr. Voilà, ça manquait de sens. Et en fait, produire mieux, est-ce qu'on se sent mieux soi-même? Pour rejoindre ce que disait Solange, c'est que pour produire mieux, on le sait, super, mais c'est ce que tu disais, on est dans l'interactivité. Si moi je sais que je fais quelque chose de bien, mais les autres ne le savent pas, c'est moins satisfaisant que si les autres le savaient. Et donc, ça oblige à communiquer les labels, ça oblige à
peut-être à s'ouvrir, à faire des conférences, participer à des tables rondes et ouvrir les portes de l'entreprise. Nous, c'est ce qu'on a choisi, en ouvrant les portes du laboratoire. Et on reçoit des groupes de scolaires, de visiteurs, donc de clients, d'associations qui viennent voir, ça dépend de l'objectif, ils viennent voir où sont fabriqués les produits qu'ils consomment tous les jours, ils viennent voir ce que c'est que le développement durable, ils viennent voir comment ça fonctionne une entreprise si on est scolaire, et finalement c'est à travers l'échange qu'on peut avoir qui est super riche. Enfin, l'autre jour, il y avait mon bureau, il donne derrière la salle où on reçoit les visiteurs, on démarre par une vidéo, et c'était là des scolaires, bac je sais plus, enfin, et donc ils arrivaient, bon, un peu poussés par le prof qui disait bon allez on va faire un truc développement durable, ils n'étaient pas là, bon, ils étaient là pour passer un bon moment, et ils sortent de la projection, la fenêtre était ouverte et j'entends ouais, tiens on va fumer une clope et tout, et il y en a un qui dit oh on va fumer du bio-shit, juste pour, voilà, on commence à mettre des petites graines même si c'est pas dedans, c'était assez rigolo. Et en fait, c'est à travers ces échanges que on gagne en satisfaction parce que on se dit, bah tiens, j'ai bien fait d'ouvrir parce qu'on a des remarques des clients sur, ah oui, là, il faudrait plutôt faire ci, comme ça. Enfin, c'est vraiment dans l'échange et l'interaction qu'on se rend compte que finalement, ouais, ce qu'on fait, on en est fiers et puis on le partage. C'est surtout ça. Enfin, ce que je dis souvent, c'est que le développement n'est durable que s'il est solidaire. Et c'est vraiment avec les clients, c'est la connexion au sens large, quoi. Et ce qui m'a frappé aussi en préparant ces entretiens, c'est aussi tous cette vulnérabilité que vous avez accueillie en vous. Et ça pose aussi cette question de mieux produire. Mieux produire, pour arriver à ce niveau de conscience, c'est aussi se changer soi. Donc ça veut dire aussi être passé par ces phases d'introspection peut-être personnelle, ou en tout cas ce cheminement, on va dire, sans parler de faire forcément de la psychologie, et d'accueillir une forme de vulnérabilité. Et Olivier, et puis aussi Marie-Pascale et Béatrice, c'est vrai qu'on sent qu'il y a, quand on travaille avec le vivant, on ne peut pas contrôler, contrairement à des molécules chimiques où on peut produire de manière beaucoup plus certainement stable et fiable. Là, on compose avec des éléments qu'on ne maîtrise pas, et donc ça emmène aussi une forme d'humilité, de lâcher prise. Et c'est ce que j'ai ressenti aussi chez vous, dans vos parcours. Est-ce que ça sous-tend votre démarche? Qui avez envie de réagir là-dessus, Maxime? Non, pas du tout, non. Moi, je rebondis aussi sur ce que tu as dit tout à l'heure. Je pense que si on produit mieux tous ici réunis, c'est pas un hasard. C'est parce que c'est notre chemin de vie général, personnel, professionnel. Voilà, Béatrice, elle est prof de yoga, Maxime, il est moderne, je ne sais pas quel est le terme. Et c'est un engagement global, personnel, professionnel, et tout simplement, on n'aurait pas pu produire autrement. Parce que c'est l'orientation de nos vies. Et je ne sais pas si vous avez assisté hier aux conférences avec le fondateur de Léa Nature ou celui d'Equibio. C'est pareil. Ils font des choses magnifiques, mais pourquoi? Mais parce que c'est leur vie et tout est comme ça. Et c'est le bien-être dans leur entreprise, c'est leur chemin personnel. Et pourquoi ils produisent mieux? Parce qu'ils n'auraient pas pu faire autrement, parce que ce sont eux. Et je pense que tous autour de la table, c'est ça. Et si on creusait un peu, enfin nous, moi d'un point de vue personnel, dans mon entreprise, on a un potager, on a un compost, et il y a plein de... On se fait amener des paniers de fruits bio et locaux. Donc il y a plein de petites choses, c'est des toutes petites choses, mais ça va tout dans le même sens et c'est un projet global. Alors ouvrons le chapitre un peu du local. J'aimerais bien accueillir le témoignage de vous, madame, qui êtes devant, Marie-Frédérique Lera-Viala, je prononce bien votre nom, donc de monlocal.fr. Et donc votre site permet de faire la relation pour des produits locaux en circuit court. Alors le local, on le voit dans les études, je rappelle que 49% des consommateurs estiment que l'achat de produits locaux est un moyen de consommer autrement, et 85% privélégient d'ailleurs les entreprises ayant préservé une implantation locale. C'est fort. Oui, alors monlocal.fr, j'ai créé ce réseau il y a bientôt 5 ans maintenant.
L'idée, c'était de partir d'un constat. Sur place, en local, il y a une richesse, il y a un savoir-faire. Il y a des gens qui se démènent pour faire du beau produit et qui n'ont pas forcément toujours les moyens de distribuer, de se faire connaître. Et en face, il y a des consommateurs qui ont envie de consommer plus éthique, de meilleure qualité, mais aussi avec un budget qui est parfois limité. Et donc l'idée, c'est qu'est-ce que moi je peux faire sur place pour résoudre l'équation. Et donc j'ai monté mon local.fr, au départ associatif. C'était une petite association sur un village. Et rapidement, ça a fait une boule de neige. Beaucoup de familles, 100 familles se sont inscrites. Et du coup, l'association, c'était plus viable. Et du coup, c'est devenu un site internet qui permet donc d'apporter à la fois la facilité de la commande via le net et des livraisons sur entreprise. Donc c'est ça qui est un petit peu novateur, parce que l'idée, c'est qu'il y a d'autres réseaux comme les AMAP, comme les magasins de producteurs, finalement, qui ont la même visée, c'est-à-dire de consommer local. Mais l'idée, c'est d'être complémentaire, en fait. Et c'est que chaque consommateur, chaque particulier puisse trouver un réseau qui lui correspond dans son fonctionnement, son mode d'achat. Donc voilà, donc sur monlocal.fr, on va pouvoir commander sur Internet, on va pouvoir se faire livrer sur le travail, on va pouvoir se faire livrer en point relais de produits qui viennent de la région Aquitaine, de petits producteurs locaux. Voilà, et donc je travaille à peu près avec 80 producteurs de la région. Et donc tout produit, pas juste fruits et légumes. Parce que c'est vrai que des fois dans certains réseaux, on va être limité sur du fruits et légumes. Et l'idée, c'est qu'on puisse vraiment avoir une alternative à la grande surface le plus possible. Donc il y a de la viande, de la volaille, de l'épicerie, des cosmétiques, des produits d'hygiène, bien sûr fruits et légumes, crèmerie, pain, etc. Alors sur le local, qui est-ce qui a envie de prendre la parole peut-être dans nos intervenants? Maxime? En fait, c'est super. Il faut qu'il y ait plein de plateformes comme ça et effectivement que chacun trouve la sienne. Le seul point de vigilance que je mets, mais ça n'a rien à voir avec le projet en soi, c'est dans 10 ans, il n'y a plus de producteurs. Donc il faut vraiment, à mon avis, là, l'urgence est vraiment de recréer de l'emploi dans l'agriculture et de recréer des dynamiques pour que ça alimente. Vous créez un appel d'air, c'est très bien. Biocoop, on voit qu'ils prennent 30 ou 40% par an de croissance. C'est énorme avec les cantines, la restauration collective, il faut absolument, ils veulent du 20% de bio et 40% de responsable. Il y a un vrai appel d'air, le truc c'est juste que la production ne suit pas. Et là, on en discutait avec le directeur de Biocoop, ça ne suit pas. Ça ne suit pas, c'est-à-dire que dans 3 ans, ils ne savent plus comment se fournir, parce que c'est pas du tout, en fait, la demande, elle est là. La demande, elle est là. Effectivement, logistiquement, c'est important d'avoir des réseaux, puisqu'effectivement, il y a une étude de l'ADEME qui montre que le local n'est pas forcément moins énergivore que le circuit long, parce qu'effectivement, quand on s'appelle Carrefour, on a des circuits logistiques qui sont bien rodés, on remplit les camions au centimètre cube près, et donc du coup, il y a une bonne optimisation. Donc non, juste, il faut installer des producteurs. Si vous avez des enfants et qu'ils hésitent et qu'ils se cherchent, venez, tu vous emmenez faire le tour ferme l'avenir, ils vont découvrir 100 paysans et voir que ce métier c'est super. C'est assez drôle parce qu'il y a quelques années, peut-être 7 ou 8 ans, on m'avait demandé d'intervenir sur un plateau de télévision pour donner un peu des tendances de la nouvelle année à venir, c'était un peu les vœux. Et j'avais parlé du mouvement des locavores. J'avais lu Un jardin dans les Appalaches de Barbara Kingsolver à l'époque, un livre qui m'avait beaucoup inspiré. Et j'avais publié chez Erol le premier livre d'Anne-Sophie Novelle qui était le guide des locavores. Et je me souviens, je m'étais fait quasiment huer sur ce plateau en me disant mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de local, de locavore, c'est que ce terme et tous les gens ricanaient. Et c'est là où je me dis à quel point finalement les choses évoluent vite. Et à propos du local, il y a quand même quelque chose qui me frappe, c'est que les gens, parfois, le tout local peut paraître aussi la panacée. Moi, je viens d'une région où on produit de la pomme de terre qui est... on dit, le bon petit producteur local, on achète ses pommes de terre au bord de la route. Elles sont bio, elles sont très bonnes pour la santé. Et non, pas du tout. Ces pommes de terre, elles sont ultra pesticidées. Les souches viennent de Hollande. C'est pas un petit producteur, mais 2 très gros producteurs qui tiennent le marché et qui font beaucoup d'argent, qui mettent beaucoup de pesticides. Donc, j'ai l'impression qu'il y a encore une question d'information. Le tout local, au détriment aussi de la qualité, n'est pas forcément toujours le mieux, je ne sais pas. Ouais, ce que je disais tout à l'heure, effectivement,
bio local, ça Ah, fonctionne. mais du coup, que faire pour le consommateur? Est-ce qu'il faut aller chercher, est-ce que le kiwi qui vient de Nouvelle-Zélande versus... Avec des sites comme celui-ci qui effectivement garantissent la proximité, avec des réseaux comme Biocop qui ont vraiment un cahier des charges et qui s'y tiennent quand même pas mal, alors de moins en moins, puisque justement la demande explosant et l'offre ne suivant pas, ça devient de plus en plus compliqué. Bon, après, voilà, saison, hein, si jamais on n'est pas sûr, mais à la limite, ce qui est sûr, c'est que si jamais vous mangez une tomate en ce moment, c'est qu'elle n'est pas locale, quoi. Elle a beau être bio. En fait, c'est pas local, donc c'est super, bio, donc c'est super. Enfin, c'est ça la difficulté, c'est que c'est local, ok, c'est bio, ok, enfin, c'est artisanal, industriel, ok. Enfin, il y a tout un tas de paramètres et là aussi, c'est expliquer les choses, savoir d'où ça vient, enfin, remettre un petit peu de la relation dans seulement le produit, remettre de l'humain dans le produit, ça permet d'avoir tous les paramètres. Il faut donner les cartes aux consommateurs. Et des sites comme ça, effectivement, ça permet de jouer en totale ouverture, voire transparence, quoi. J'ai une question pour Maxime, parce que du coup, c'est vrai que ça m'interpelle. Est-ce qu'au niveau des fermes, il y aurait moyen d'avoir des grandes productions en surface dans une agriculture dans ce sens-là? Parce que dès qu'une entreprise devient grande, une entreprise agricole devient grande, ça y est, tout explose, tout s'expanse, donc la taille, les revenus, et du coup il faut produire encore plus. Alors que quand on est dans des petites structures, on a l'impression que c'est plus accessible. Et, enfin, je suis adhérente d'un groupement de producteurs à côté de Périgueux, et effectivement, c'est en fonction des saisons, il y a une carence en légumes, quoi. C'est vrai qu'ils n'arrivent plus à fournir. Et c'est quelque chose qui prend une dimension, ce magasin, il prend une belle dimension et il y a de plus en plus de monde et des gens très intéressés et c'est très encourageant. Alors, l'enjeu, encore une fois, c'est de montrer que ça peut fonctionner. Mais ça ne fonctionnera pas si on met 150 hectares de maraîchage. Et c'est là que les scientifiques nous aident et que les observateurs, donc les gens qui ont été voir un petit peu, notamment aux États-Unis, comment ça peut fonctionner, voient que si on veut faire la ferme idéale, en gros, elle ferait 100 hectares. Sur 100 hectares, il y a 5 à 7 hectares de maraîchage, dont 5000 mètres carrés ou 1 hectare couvert, donc de tunnels. Et le reste, donc il y a 5 à 10% de maraîchage, et le reste c'est de la polyculture élevage avec de la culture de plein champ, des céréales et de l'élevage. Et à ce titre-là, oui, ça fonctionne. On a une autonomie totale en termes de fertilité, en termes de gestion des déchets, même en termes énergétiques sur la ferme. Et surtout, on créerait énormément d'emplois. Enfin, genre une vingtaine, sur une ferme de ce type-là, de 100 hectares, ce serait au moins 20 emplois. Et oui, on peut le faire. Après, il faut le faire. Et le problème, c'est qu'il y a peu de gens qui ont envie d'aller mettre les mains dans la terre aujourd'hui. Il faut se le dire. C'est un peu dommage parce que là, on a des vagues de migrants qui arrivent. Ils arrivent tous d'Afrique et pour la plupart, c'est des paysans. Le seul truc qu'on ait trouvé à faire, c'est de les foutre dans le 19e, dans des espèces de boîtes à sardines comme ça, où ils sont complètement paumés. Si jamais on pouvait déjà commencer à travailler avec ces gens-là, qui ont d'ailleurs beaucoup de choses à nous apprendre, parce qu'eux savent cultiver, déjà on pourrait commencer à répondre et à amorcer un petit peu la pompe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut que des gens s'installent, et aujourd'hui, il y a peu de gens qui le souhaitent. Alors là, c'est peut-être le moment où je peux parler d'un concept qu'on a imaginé, qui s'appelle les pays-culteurs. Un pays-culteur, c'est en fait un maillon de la chaîne qui manque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un agriculteur a un métier qui est très complexe. Déjà, en termes techniques, vraiment, il faut savoir, enfin, alors surtout si on fait de la perma, hein, on a beaucoup d'observations, d'adaptations, de tests et ça. Il y a une vraie présence, un vrai engagement. Un engagement physique, il faut être assidu, on n'a pas le droit d'être malade une semaine, parce que si on n'est pas l'arrosage pendant une semaine, c'est plié. Donc il y a vraiment tout cet aspect qui est déjà très complexe. Et ensuite, il y a toute la partie administrative. Commercialisation, gestion des ressources humaines, administratif, gestion des subventions, des PAC, etc. Et donc moi, quand j'ai commencé ma ferme en 2014, au bout d'1 an et demi, je me suis arrêté et j'ai dit, en fait, ce que je vais faire, c'est que plutôt que de gérer une petite ferme, je vais essayer d'en créer une dizaine et moi, gérer toutes les fonctions support pour ces fermes, essayer d'identifier des ateliers qu'on pourrait ouvrir et qui seraient des opportunités pour renforcer le modèle économique,
Et je ferai gagner du temps aux gens qui travailleraient vraiment la terre. Et donc du coup, on a salarié des maraîchers qui aujourd'hui n'ont pas à se soucier, entre guillemets, des questions de paix, des questions d'admin, etc., de communication. Et ça fonctionne bien. En fait, ce métier-là, c'est un métier qui manque aujourd'hui. En tout cas, c'est un maillon sur le territoire qui permettrait de catalyser des projets alimentaires territoriaux et qui permettrait du coup d'ouvrir des filières, etc. Et plutôt que, enfin nous notre objectif c'est de créer 200 000 emplois dans l'agriculture dans les quelques années qui viennent, je ne sais pas combien, on se fixe un nombre en emploi et pas en temps, et plutôt de former 200 000 personnes à un métier qui est très compliqué, on s'est dit on va plutôt former 5 000 pays-culteurs qui vont permettre de créer 50 000 fermes et donc 200 000 emplois. Et donc voilà, ça, c'est ça revient à l'histoire de la taille, c'est qu'un pays-culteur, pour qu'il fonctionne et qu'il arrive à se sortir un salaire de cette activité, il faut qu'il ait une taille critique. Ça ne veut pas dire qu'il a des champs à perte de vue, il faut garder cette dimension humaine dans les fermes, parce que ça c'est vraiment l'enjeu de la permaculture, c'est d'avoir des fermes dont on voit le bout et qu'on puisse parcourir à pied, quoi. Et donc, mais on peut faire un design, donc c'est ce qu'on appelle un design permaculturel ou permacole, et donc on fait un design sur 150 hectares où on aurait plusieurs petites parcelles, et donc du coup des vrais échanges et des vraies relations entre les fermes. Je vais passer la parole à Perrine Restou, qui est notre deuxième pitcheuse et qui est en train de monter son activité, qui est jeune, autour du bien-être, au cœur de la vie des gens, à travers justement l'accompagnement à l'alimentation notamment. Alors merci beaucoup pour cette conférence, parce que c'est déjà un sujet qui me touche. J'ai entendu parler de vente à domicile aussi. Ça, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de mon métier en fait. Et je pense que la vente à domicile, elle a de beaux jours devant elle, parce que concrètement, aller chez les gens, avoir une relation client qui est privilégiée, c'est quelque chose d'indéniable. Et en fait, la relation avec le bouche à oreille, etc., avoir des recommandations vers d'autres personnes, ça permet aussi de sensibiliser des personnes qui ne sont pas forcément comme nous à déjà réfléchir à des solutions pour l'avenir et en fait à les engager dans ce roulement-là. Donc je pense qu'il y a de l'avenir pour ça. Donc mon projet en fait c'est vraiment de remettre le bien-être au cœur de la vie de chacun. Je fais partie d'un collectif d'entrepreneurs qui a choisi de faire du bien-être une priorité tout simplement. Donc notre première force c'est de mutualiser nos connaissances et nos expériences. Et nous avons aussi un partenaire logistique qui nous soutient dans nos démarches de création d'entreprise. Et nous avons aussi un fournisseur français qui s'appelle Beauty Sané, je ne sais pas si vous connaissez. Il y a un sourcing très précis, etc. sur les aliments qu'ils proposent. Et avec qui nous proposons en fait une gamme de produits pour accompagner des personnes à rééquilibrer leur alimentation, à faire plus attention. Moi, personnellement, ça m'a permis d'arrêter mon addiction au sucre. L'addiction au sucre, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est un fléau aujourd'hui dans notre société. Et franchement, voilà, il y a plein de personnes qui peuvent en être tout simplement victimes, voilà, merci, parce qu'elle est absolument partout dans notre alimentation. Donc voilà, l'alimentation c'est le premier pas vers une meilleure santé, parfois aussi vers une meilleure opinion de soi. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a le bien-être professionnel qui est au cœur des débats. Pendant le Parlement des entrepreneurs d'avenir, on l'a écouté, on l'a entendu pendant pas mal de conférences. Moi, c'est quelque chose qui me touche. Et c'est pour ça que, en fait, nous proposons à toute personne qui est désireuse d'entreprendre, de changer quelque chose dans sa vie ou de se reconvertir, de l'accompagner dans sa création d'entreprise avec Beauty Sané. Et si je vous parle de ça, c'est parce que l'entreprise que je veux créer, je la vois vraiment comme une pépinière. Donc une pépinière de talent, une pépinière où chacun en fait peut trouver sa place et peut s'épanouir, peut vraiment être capable, tout simplement. Donc voilà, nous sommes un collectif en fait d'indépendants, interdépendants. Et merci de m'avoir écouté. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et ça, il ne faut surtout pas. Merci, bravo. Il nous reste 10 petites minutes. J'aimerais bien vous entendre aussi et que vous puissiez poser des questions ou intervenir.
peut-être aussi partager votre vision, si ça reste dans un format assez court pour que tout le monde puisse aussi voilà, partager. Je crois qu'il y a un micro qui peut circuler. Ah, il est là. Oui, bonjour. Je suis Marie Rosette. Je voudrais poser une question à Solange Martin sur le fossé attitude-comportement. On se déclare très intéressé par consommer mieux, avoir des comportements plus responsables. Et quand on passe à l'acte, il y a un fossé qui nous amène à avoir des comportements plus axés sur le prix, sur l'immédiateté égoïste et du plaisir personnel. C'est étudié en psychologie. Je voudrais savoir quels sont les leviers qui permettent de clôturer ce gap entre d'un côté l'intentionnalité, de l'autre côté le comportement. Merci beaucoup pour cette question. Il y a aussi la force des habitudes. Alors en l'occurrence, on vient de publier à l'ADEME un ouvrage un peu conséquent, il fait 180 pages pour tout vous dire, mais il y a un petit résumé de 4 pages et puis il y a différentes entrées, et puis il y a plein d'illustrations sur l'ensemble des explications sciences humaines et sociales de ce qu'est un comportement humain ou une pratique sociale, des leviers d'action vers lesquels ça pointe, des outils qu'on peut mettre en place pour jouer sur ces leviers d'action, faire évoluer les comportements et les pratiques. Alors pour ceux qui n'ont pas envie de lire, il y a aussi un petit film sur YouTube de 3 minutes, donc ça va beaucoup plus vite, qui résume l'ensemble de tout ça. Donc vous tapez changer les comportements Adam YouTube et vous trouvez assez facilement, puis ça vous donnera le lien sur la publication que vous pouvez télécharger. Donc oui, on est complexe. Et d'ailleurs, il n'y a pas que la psychologie, vous avez aussi la psychosociologie, la sociologie, l'anthropologie et l'économie, pour citer les plus grandes, qui vont éclairer une facette du comportement humain, c'est-à-dire vont porter la focale sur différents aspects de l'individu dans un groupe, dans la société, et puis également dans son environnement, parce qu'il faut voir qu'il y a des contraintes qui sont non seulement sociales, normatives, mais aussi matérielles. Donc par exemple, on peut avoir très envie de faire du vélo, mais avoir un peu peur de le faire s'il n'y a pas de piste cyclable. Donc il y a aussi des déterminants de l'action individuelle qui résident dans le matériel, dans l'environnement physique. Donc voilà, ça va être dur de vous répondre en 2 minutes là-dessus. Je vous renvoie sur, vous trouverez tout, absolument toutes vos interrogations, peut-être pas tout, mais en tout cas, c'est un panorama quand même assez large et qui explique, entre le désir et la réalité, tout le monde sait bien qu'il y a des choses qui sont les contraintes, les habitudes, les autres aussi. Donc tout ça, ça permet d'expliquer pourquoi on n'est pas cohérent sur tout, puis l'être humain n'est pas forcément totalement cohérent tout le temps, et on peut peut-être s'en féliciter aussi, sinon ce serait compliqué. Alors Solange, on a aussi Valérie Martin de l'ADEME qui est avec nous, qui peut aussi apporter des éléments de réponse. Déjà, je peux compléter ce que disait Solange, mais je pense que ça peut être doucement. Un peu plus fort. Ce que je disais, donc aujourd'hui, ce qui est important à noter, c'est que toutes les 2 études dont Solange a parlé, que ce soit sur la précarité ou que ce soit sur le changement de comportement, vous pouvez le trouver facilement dans l'espace presse et vous verrez, ça vous permettra aussi de pouvoir accéder aux films dont Solange parlait. Il y a 2 autres choses peut-être qu'on peut mettre en avant, ou 3. Il y a d'abord tout le rôle des médias. Je pense que là-dessus, c'est quand même un point sur lequel il est ce sont des acteurs avec lesquels il est indispensable de travailler, puisque si on veut faire évoluer les pratiques de la société, il faut aussi regarder vers qui les gens se tournent pour pouvoir avoir les vraies tendances, entre guillemets, bien évidemment, ou pour pouvoir croire en des formes de quelque part. Donc il y a les médias, il y a aussi le rôle de l'éducation en particulier. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais il y a peut-être ici l'un d'entre vous des choses sur lesquelles vous pourriez vous exprimer, parce que c'est vrai que c'est dès l'école qu'il faut aussi accompagner, former les gens, et pas seulement se dire qu'en leur donnant la formation, comme par miracle, ils vont changer de comportement. Je pense que le changement de comportement, ça ne se décrète pas, ça s'accompagne aussi. Il y a peut-être un 3e point sur lequel j'aimerais bien aussi vous entendre, c'est tout ce qui est la question du marketing plus responsable dans les entreprises, je vais dire conventionnelles cette fois-ci, parce que je pense que c'est important. C'est vrai que vous tous, vous êtes des acteurs formidables, vous avez des projets absolument fantastiques, mais à côté de ça, il y a une autre économie, et c'est vrai aussi que de faire pénétrer en leur sein une autre réflexion, une autre façon de vendre les choses, c'est aussi important parce que ça passe par là aussi pour faire évoluer le consommateur. Ça fait 40 ans qu'on est sous l'ère de la surconsommation à outrance, etc. On l'a formaté, notre consommateur.
comment est-ce que le marketing peut se révolutionner aussi pour quelque part aller plus loin. Voilà, c'était les deux. Oui, alors peut-être Olivier, rapidement sur l'éducation justement de la consommatrice plutôt, puisque vous... Alors consommatrice ou même des enfants, pour reprendre un peu la remarque, c'est vrai que moi quand j'ai rejoint l'entreprise, je me suis dit c'est génial, on va expliquer tout ce qu'il faut faire de bien, de pas bien, et j'intervenais dans des écoles primaires, des collèges, enfin c'est quoi le développement durable, à l'époque c'était ça, il y a une dizaine d'années, et en fait c'est toujours pareil, il faut vraiment une rencontre côté école pour pouvoir avoir cet espace de liberté ou de dialogue pour faire passer les messages. Et c'est pas toujours simple, parce que il y a encore des frontières, des barrières, entreprises, écoles, c'est un truc qui est pas bien. Enfin, la culture économique est pas aussi développée qu'à l'étranger, enfin dans d'autres pays en tout cas que la France. Et moi je m'étais confronté à ces premières barrières. Mais une fois que ça c'est franchi, donc il y avait des réactions vraiment intéressantes. Sauf que à aller partout, individuellement, enfin on s'y épuise. Et c'est pas forcément le rôle d'une entreprise. Donc en fait, j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire on fait venir maintenant les écoles dans l'enceinte de l'entreprise pour leur expliquer. Alors, c'est un acte encore plus volontaire. On parlait tout à l'heure de consommer mieux, c'est peut-être se faire un petit peu mal aussi sur certains aspects. Là, faut se déplacer, il faut prendre un peu de temps, il faut préparer, mais c'est plus efficace et ça permet de sortir d'un cadre scolaire où on a un bureau, un cahier, des crayons ou une tablette maintenant. Et le message, un peu comme sur Internet avec les vidéos, ça passe mieux. Mais quand on fait des visites d'entreprise, on se souvient tous, quand on était à l'école, d'un intervenant ou de visites qu'on a fait qui nous ont marqué parce que c'était concret, c'était visuel. Et l'idée, c'est un peu ça, justement, d'éduquer, de mettre notre contribution sur cet aspect-là, sur des axes qui sont vus avec les profs qui viennent pour parler de sujets en particulier ou d'autres. Voilà, pour la partie scolaire. Après, pour la partie consommateur, c'est vraiment ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est que c'est des consommateurs où on cherche vraiment à expliquer les inky, ce qu'il y a dedans, enfin, ce qu'il y a de bien, de pas bien, et quelque part, là aussi en communiquant, ce qu'on fait nous au laboratoire avec la récupération d'eau de pluie, c'est tellement banal. Mais il y a quelques années, c'était pas forcément le cas. Mise en place de chaudières bois avec la culture de miscanthus, de roseaux sur place qui évite d'aller chercher du bois à 50 km. Parce que là aussi, c'est pareil, chaudière bois, c'est génial, mais c'est mieux quand le bois il est sourcé localement. Donc, tous ces exemples, le fait de les diffuser auprès des consommateurs, des clients, c'est génial quand en réunion de vente à domicile, il y a des clients qui me disent « ça y est, moi aussi je récupère l'eau de pluie, j'ai installé un truc, c'est le truc il est passé, quoi. Il y a quelque chose qui s'est passé. » Et donc il faut vraiment dire les choses, dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit, voilà, pour résumer. Maxime, Maxime, on va prendre une dernière question. Ouais. Alors, juste sur l'éducation, il se trouve que j'ai travaillé pendant 7 ans, j'ai dirigé une maison d'édition, donc on faisait des planches pédagogiques sur le développement durable. Et en fait, j'ai quitté cette fonction dès lors que j'en ai marre de ne pas voir mon impact. Et ça, c'est un peu un souci, c'est que les professeurs, ils voient passer quand même des générations d'écoliers, ils ne savent pas toujours ce qu'ils deviennent, généralement, ils ne savent pas. Et en termes d'impact, moi, j'ai eu une prise de conscience aussi, à force de lire et de rencontrer des gens comme Jean Covici ou quoi. Il y a un moment où on se dit, en fait, on a 20 ans pour changer le monde. Donc il faut passer la seconde, il faut passer la troisième, et du coup il faut essayer de rentrer dans le dur. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleur moyen d'enseigner ou d'inspirer les gens que de le faire soi-même et que de le vivre soi-même, d'où aussi le nouveau moderne ou le frugal heureux. Après sur la question du marketing, j'ai beaucoup de mal depuis quelques années à faire des conférences sur l'agriculture sans arriver à la politique à un moment ou l'autre. Et c'était la question suivante. Ouais. Non mais clairement,
dans un système qui est contraint tel qu'il l'est aujourd'hui, avec les règles du jeu qui sont totalement défavorables à toute résilience, enfin à tout projet réellement ancré dans la résilience et dans la durée. Il y a un moment où il faut changer les règles du jeu, quoi. Alors moi j'ai eu cette chance de bosser pendant 6 mois aux côtés de Nicolas Hulot pour sa campagne, donc malheureusement, vous l'avez tous vu en juillet, ça s'est un peu avorté. On continue à réfléchir sur ces questions politiques parce que clairement, tiens, je prends un exemple d'un grand ami, certains d'entre vous qui connaissent, Tristan Lecomte, qui après avoir monté Alter Eco a monté Pure Projet. Tristan, avec une équipe de 15 personnes, en 8 ans, il a planté 7 millions d'arbres. C'est super. C'est l'un des plus gros entrepreneurs qu'on connaisse. C'est ce qui se déforeste en une journée. Donc il y a un moment où il faut juste dire, ok, on ne joue pas à armes égales. Moi, le marketing, si jamais demain il fallait faire sauter des métiers, il y en a quelques-uns, la fiscaliste internationale, etc., qu'on dégagerait assez vite et ça permettrait de remettre des gens au labeur dans le bon sens. Et clairement, le jour où, si nous on arrive chaque année à créer 10 fermes ou 20 fermes, déjà on va se sentir les rois du monde. Le jour où on oriente 1% de la PAC, de la politique agricole commune, on fait glisser du pilier 1 vers le pilier 2 et on se redonne notre souveraineté là-dessus et on oriente ça vers l'agroécologie, chaque année on peut créer 6000 fermes. Donc il y a un moment où aussi il faut savoir que si c'est vraiment l'impact qu'on cherche, il y a un petit peu un petit sursaut politique à avoir rapidement. Aux États-Unis, ils ont eu l'occasion de l'avoir, merde, ça s'est pas fait. On va voir comment ça se passe en Autriche. Voilà, donc je pense que vraiment, voilà, il y a un besoin politique aujourd'hui. On va terminer en fait. Je voudrais juste réagir sur le marketing, parce qu'il y a des produits de grande consommation qui malheureusement se marketent. Et dans la cosmétique, on sait que le marketing joue un grand rôle. Et il y a des associations, comme l'association Slow Cosmétique, qui décernent des mentions. Alors, c'est pas tout à fait des labels, c'est des mentions. Et justement, pour avoir cette mention-là, il y a la qualité des formules, etc. Mais il y a cette notion de marketing responsable. C'est-à-dire, est-ce que la marque, elle n'est pas là juste pour mettre des paillettes, voilà. Et c'est Julien Cahubec, un Belge, qui est à l'origine de ça, et c'est vraiment très bien. Et pour vous montrer à quel point il y a d'autres gens qui ne sont pas marketingment responsables, il y a une grande société de cosmétiques française qui a acheté une campagne AdWords sur le mot Slow Cosmétique, ce qui fait que quand un consommateur tapait Slow Cosmétique pour se renseigner sur Google, il tombait sur cette marque qui ne l'est absolument pas. Donc oui, il y a des gens qui font du marketing responsable. Nous, par exemple, on a la mention Slow Cosmétique. Il y en a qui ne sont absolument pas. Donc là aussi, c'est malheureusement au consommateur de séparer le bon grain de livret tout seul. Merci. Alors on aura le mot de la fin pour le troisième pitcher qui n'était pas là, mais dont une représentante est là, et qui va nous faire une petite conclusion en même temps qu'elle va expliquer ce que c'est que la carte de la consommation positive. Et on en terminera là, parce que je crois que Solange a un train à prendre. Donc, déjà, vous pouvez partir si vraiment c'est urgent. Et puis voilà, en 2 minutes, si c'est possible, oui, on va conclure là-dessus. Oui, parce que vraiment, je trouve ça hyper intéressant. Donc, la carte de consommation positive, ça s'appelle C for Good. C'est une initiative qui n'existe pas encore. Donc, c'est une première mondiale et en plus, c'est bordelais. Donc, moi, je crois qu'il faut vraiment les soutenir. C for Good, c'est un petit site internet donc, sur votre mobile et c'est un réseau en fait de commerçants. C'est pour inciter les gens à consommer mieux. Donc, c'est des commerçants qui sont responsables, donc soit parce qu'ils font du bio, soit parce qu'ils sont engagés sociétalement, etc. Et vous, en tant que consommateur, en présentant votre carte C'est fait en good, vous avez un petit cadeau. Donc, par exemple, vous allez chez La Belle Terre, qui est un fast-food local sur les quais, ben, ils vous offrent un cookie. Voilà, ben, c'est tout bête, mais vous avez une réduction quand vous allez chez One, vous allez... voilà, il y a plein de commerçants comme ça, donc tout est géolocalisé, vous pouvez trouver facilement les commerçants et vous avez des réductions, des cadeaux, etc. Donc c'est vraiment pour consommer mieux, aller vers les commerçants vertueux en retirant quelque chose. C'est gratuit pour le commerçant, donc c'est super intéressant pour lui. La seule chose qu'il paye, c'est le petit cadeau à l'utilisateur final. Et le consommateur qui bénéficie donc de cette application, il paye ce qu'il veut et son prix est reversé à une association de son choix. Ah, c'est bien, c'est super vertueux. Ouais. Et le site est joli et très bien fait, il faut vous dire. Ouais. Voilà. Merci à tous. On va terminer là.
J'espère que vous avez apprécié ce moment et puis rendez-vous pour un prochain Parlement des entrepreneurs d'avenir.